bonsoir à vous tous. On est ravis de vous accueillir pour ce premier webinaire du CESMOV. Je pense que vous êtes impatients d'écouter tous ces conférenciers parce qu'il y a plus de 1000 inscrits pour ce premier webinaire. Alors, le CESMOV, c'est le Centre de spécial médical Audon-Vallée, qui est le premier centre de santé qui est porté par des universitaires, entre guillemets, jeunes retraités, qui ont décidé de poursuivre leur activité pour en faire bénéficier les patients dans leur domaine respectif. Donc il y a 40 universitaires. Et naturellement, ces 40 universitaires, du fait de leur polyvalence médicale, recherche et enseignement, ont souhaité poursuivre et participer à des actions de formation. Et donc, nous avons créé une petite commission de formation. Et moi, à titre personnel, Henri-Jean Philippe, je suis gynécologue-obstétricien et à la retraite depuis quelques mois. Et donc, je fais partie des porteurs avec Jean-Jacques Altman de cette commission formation. Alors, nous allons démarrer par deux actions. L'action de ce soir, qui est un webinaire sur l'obésité. Et nous avons très prochainement un podcast sur les vaccinations avec deux intervenants qui sont le professeur Jean-Christophe Mercier, pédiatre, et le professeur Budowski, médecin généraliste, qui vont s'exprimer sur ce sujet. Alors, c'est très intéressant ce soir parce qu'en fait, ce webinaire, on s'aperçoit qu'il y a un rapprochement, et c'est ce que nous souhaitons, entre les anciens et les modernes. Les anciens, c'est-à-dire un jeune retraité universitaire qui est Jean Altman, qui était l'ancien chef de service de l'hôpital Georges Pompidou, et à qui je vais passer la parole dans 10 secondes, et toute son ancienne équipe de Georges Pompidou, du service de nutrition et diabétologie, et qui porte aujourd'hui la médecine dans sa dimension hospitalo-universitaire. Donc, je vous souhaite une très bonne et très intéressante webinaire ce soir, et je passe la parole donc à Jean-Jacques Allman tout de suite. Oui, bonjour. Alors, je pense qu'on m'entend. Alors, effectivement, il n'y a que moi qui suis retraité, hein. Les trois autres sont tous des petits jeunes qui sont maintenant à Pompidou et qui portent le drapeau de la nutrition, l'obésité et du diabète. Alors, on est très honoré d'être le premier séminaire du CESMOF. C'est évidemment l'obésité un problème très important au plan quantitatif, au plan qualitatif, au plan financier. Et là, vous allez avoir des experts tout à fait compétent et à la pointe des progrès dans ce domaine. Donc, c'est d'abord le professeur Tchernikov qui va commencer avec des notions dites épidémiologiques. Il faut savoir de quoi on parle au point de vue quantitatif en France et je crois qu'il va aussi un peu parler de ce qui se passe dans le monde et quels sont les facteurs qui influencent en bien ou en mal cette véritable épidémie. Donc, Sébastien, c'est à toi. Eh ben, c'est à moi. Merci, merci à vous deux pour l'introduction. Alors, je vais partager mon écran que je vais mettre en plein écran dans un instant. Voilà. Est-ce que vous voyez bien la diapo? Fait? Fait. Eh bien, magnifique. Donc, effectivement, moi, je dirige le service de nutrition à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris, qui dépend de l'université Paris-Cité et qui est une équipe pluridisciplinaire dans la prise en charge de l'obésité. Vous avez ici mon adjointe, le professeur Claire Carrette, et Émilie Longet, qui est notre diététicienne. Et on a par ailleurs une activité de diabétologie et de prise en charge de la dénutrition sévère dans le service. Alors, mes liens d'intérêt avec l'industrie. Alors pour commencer, effectivement, l'idée de cette session organisée par nos collègues était de faire un premier état des lieux pour poser un petit peu les bases de la situation épidémiologique. Et je commencerai presque par la chose la plus nouvelle, qui sont ces recommandations de la HS de 2022, qui nous rappellent que finalement, au-delà de l'indice de masse corporelle, je vais rentrer un tout petit peu dans les détails, eh bien, il y a des façons un petit peu plus avancées de phénotyper l'obésité. Comme aujourd'hui, on va phénotyper les diabètes, eh bien, de la même façon, on va classer l'obésité en fonction des niveaux de complexité 1A, 1B, 2, 3A, 3B. Et vous voyez qu'en fait, ce qui est intéressant dans cette nouvelle façon de faire, alors nouvelle en France, mais depuis 30 ans au Canada, par exemple, c'est qu'on va utiliser pas uniquement l'indice de masse corporelle qui est sur la première ligne,
et qui vous montre donc les classes 30-35, c'est-à-dire le grade 1, 35 et au-delà ou au-delà de 40 pour l'ancienne catégorisation grade 2 et grade 3 quand on parle des catégories d'IMC uniquement. Mais on voit que quand on grade le niveau de complexité de prise en charge de la maladie, eh bien, par exemple, en prenant en compte le comportement alimentaire, le fait d'avoir une hyperphagie boulimie à l'endroit où je fais bouger ma souris, indépendamment du niveau de grade d'obésité, eh bien, on est d'emblée catégorisé 3A, c'est-à-dire une situation très complexe qui va nécessiter une prise en charge particulière. Donc, vous voyez qu'on regarde le retentissement fonctionnel, les atteintes psychologiques, l'origine de l'obésité, la trajectoire du poids, le retentissement médical, bien sûr, mais ça n'est pas et ça n'est plus uniquement ça. Donc, je trouve que c'est une manière intéressante de prendre en compte cette nouvelle façon de regarder l'obésité. Si on rentre un tout petit peu dans les tendances, dans les chiffres et tout ça sert à nous mettre en perspective ce dont vont parler mes collègues après, eh bien on voit que bien sûr depuis les années 80, il y a eu une augmentation très importante de la prévalence de l'obésité. Et vous voyez que l'Europe n'est pas exempte de cette augmentation. Bien sûr, l'Amérique du Nord est en numéro un. Et puis, ce sur quoi je veux aussi vous alerter, c'est le continent africain, sur lequel on a plus ou moins des données de bonne qualité en termes de surveillance épidémiologique, et finalement l'Asie-Pacifique, qui est en pleine augmentation. Alors, où nous, on se situe en termes français, je reviendrai sur les chiffres un tout petit peu plus précis après. Vous voyez qu'on a tendance à dire aujourd'hui qu'on est en dessous de la moyenne de l'OCDE, qui est figurée ici et qui s'établit autour de 20%. On est autour de 18% actuellement, les chiffres ont un tout petit peu augmenté, et ça nous positionne, on va dire, dans une situation un peu inférieure à la moyenne de l'OCDE, mais pas forcément non plus très favorable. Un petit point méthodologique, vous savez que ce critère d'indice de masse corporelle, et c'est pour ça que c'est intéressant de prendre en compte aussi tous ces autres paramètres dont j'ai parlé juste avant, et ce qui va probablement modifier les données de prévalence qu'on va fournir dans les années à venir. Bien, vous voyez que pour des populations asiatiques, par exemple le Japon ou la Chine, en utilisant les mêmes seuils d'IMC, on a des prévalences qui sont inférieures. Pourtant, on sait qu'à des niveaux de seuil d'IMC plus bas, eh bien, on a des niveaux de risque qui correspondent à des seuils d'IMC plus élevés pour le risque de diabète, le risque de maladie cardiovasculaire ou de cancer. Donc, petit point de vigilance, finalement, on utilise le même critère IMC homogène, mais qui ne s'applique pas forcément aux populations asiatiques. Quand on regarde l'évolution, la prévalence et l'évolution, là je vous donne l'exemple des hommes et on a exactement la même diapo pour les femmes. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est que dans la plupart des pays, eh bien, la prévalence de l'obésité va être plus importante dans les catégories avec le plus faible niveau le niveau d'éducation et va être la plus faible dans les hauts niveaux d'éducation. Et c'est une tendance qu'on retrouve un peu dans les différents pays. Ce qui est intéressant, et là c'est une perspective peut-être un petit peu plus macro ou plus globale, je vous montre sur cette figure à la fois chez les hommes et chez les femmes. On va regarder la partie droite de la diapo chez les femmes parce que c'est un petit peu plus marqué. Et cette fois, on regarde le produit intérieur brut du pays. Et qu'est-ce qu'on voit dans cette diapositive? On voit que dans les pays avec le plus faible PIB, eh bien, ce sont les segments de la population qui a le plus haut niveau d'éducation qui va avoir la prévalence de l'obésité la plus élevée, alors que dans les pays de plus haut niveau de PIB, eh bien vous voyez que c'est les personnes avec le plus faible niveau d'éducation, c'est-à-dire ce que je vous disais juste avant, qui a le niveau de prévalence le plus élevé, et les personnes les plus éduquées ou avec le plus haut niveau de revenus ont une prévalence les plus faible. Donc vous voyez que cette figure, elle doit être analysée un petit peu avec finesse, mais globalement, le message, c'est le niveau d'éducation et le niveau de revenu sont des très forts déterminants de la prévalence de l'obésité. Une façon originale, intéressante et nouvelle aussi, qui est une approche en géographie de la santé, c'est de regarder comment s'installe l'obésité dans les quartiers les moins favorisés.
Donc ça, c'est une étude qui a été faite en Suisse. C'est une grosse cohorte suisse qui utilise beaucoup les techniques de géolocalisation et qui s'intéresse notamment à ce qu'on appelle l'environnement construit, la marchabilité, comme on dit en québécois, de savoir est-ce que, par exemple, l'environnement autour du lieu d'habitation permet de se déplacer facilement, est-ce qu'il y a de l'activité physique accessible, est-ce qu'on peut aller se rendre par des transports en commun ou est-ce qu'on peut marcher, est-ce qu'il y a des zones d'autoroute à côté de chez soi. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit aussi que en rouge s'agglomèrent finalement des zones géographiques où il y a le plus fort taux de prévalence de l'obésité. Alors on se dit en fait, d'accord, on voit ces données, mais en fait, c'est pas quelque chose qui est stable, c'est très hétérogène et très variable. Et quand on regarde ces mêmes données 5 ans après, on voit que très globalement, si je vous remontre la figure, je vous la remontre après, vous voyez que 5 ans après, finalement, ces clusters en rouge restent quand même relativement stables. Il y a des petites variations, mais ça reste quand même relativement stable dans les zones qui sont en fait des zones les moins favorisées. Et vous voyez d'ailleurs qu'on peut voir un tout petit peu visuellement ici, il y a des aires de transit routier qui sont très importants et qui passent dans cette zone géographique. Donc oui, même en Suisse, on peut avoir ce genre de situation. Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Alors, vous savez qu'aux États-Unis, dans ce pays, on a le droit d'analyser les données. Alors, même si tout a changé depuis, mais on a le droit d'analyser les données en fonction des segments de la population. Donc, ça, c'est la population qu'on peut appeler, nous, de caucasienne aux États-Unis. Je vais vous montrer la population hispanique, puis la population noire américaine. Vous voyez plusieurs choses. Vous voyez que déjà, entre ces trois segments, la prévalence est croissante. Donc, les populations noires américaines sont les plus touchées par la prévalence de l'obésité. Et vous voyez qu'il y a certains États, là, donc qui sont en rouge, bordeaux foncé, où la prévalence de l'obésité va atteindre au-delà de 35% dans cet État. Et ce qui est prévu finalement, c'est que globalement, à un stade relativement proche, on va être à 80-90% de la population américaine qui va se retrouver en situation d'obésité à des niveaux plus ou moins importants. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de mettre ça un petit peu en perspective avec le fait que le système de santé ne va pas pouvoir s'adapter. Et donc la question qui se pose, c'est comment on accède aux soins, comment on accède au traitement médicamenteux de l'obésité, comment on accède à la chirurgie de l'obésité, aux consultations de diététique, à des structures d'activité physique. Tout ça peut être complètement balayé lorsque la pathologie va concerner quasiment l'intégralité de la population. Et puis, c'est un tout petit peu ce que je vous disais en introduction. Vous voyez que l'épidémiologie, elle évolue aussi, y compris à l'intérieur du pays. Et quand on analyse la population asiatique aux États-Unis, dans le pays lui-même, eh bien, vous voyez que depuis maintenant une dizaine d'années, on voit une augmentation très importante, qui est là la courbe en bleu, de l'obésité dans ce segment de la population asiatique. Donc si on projette l'ensemble de la population pour 2030, vous voyez que finalement, on se retrouve avec un véritable raz-de-marée et on a, pour prendre l'exemple du Missouri ou de l'Oklahoma, il y a 65% de la population de ces États qui est concernée par l'obésité. Donc, c'est des choses qui deviennent finalement non maîtrisables. Ce qui est intéressant aussi dans une perspective que vous côtoyez, que vous voyez dans votre pratique clinique, mais qui se confirme en épidémiologie dans toute une série de pays que je ne vais pas lister là, mais qui concernent aussi la France, c'est que vous avez vu que les inégalités sociales et donc notamment le niveau d'éducation, le niveau de revenu déterminent assez fortement l'obésité. Mais ce qu'on voit dans cette diapositive que je vous résume, sans entrer dans les chiffres, eh bien, c'est qu'il y a un accroissement finalement des inégalités sociales et des inégalités de santé, et que ça, c'est en défaveur de l'obésité. Il y a une étude pour se focaliser maintenant sur la France, qui est un peu ancienne maintenant, enfin même très ancienne puisqu'elle a plus de 10 ans, mais elle est intéressante parce qu'elle a été menée dans 6 zones urbaines, presque 700 femmes auprès d'usagers de l'aide alimentaire, donc ces structures sociales très particulières qui permettent d'offrir des paniers repas à des familles ou des femmes
ou des hommes isolés, avec ou sans enfants. Et donc là, c'était une analyse spécifique chez les femmes. Et vous voyez que l'obésité, dans ce sous-groupe, concernait 35% des femmes. Et donc là, on voit bien qu'il y a un agrégat finalement des situations de précarité, de mauvaise qualité alimentaire et d'accès à une bonne alimentation et de situations d'obésité. Donc, quand on analyse les chiffres un peu globalement, toute cette population de patients qu'on peut voir en consultation échappe complètement aux recherches épidémiologiques standards. Et quand on voit finalement les pentes sur les différentes années, eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand on regarde le surpoids, ça s'est plutôt stabilisé. Quand on regarde l'obésité, eh bien, on a quasiment doublé les chiffres. Et quand on regarde l'obésité de grade 3, c'est-à-dire au-delà de 40 kilos par mètre carré, eh bien, il y a eu un facteur multiplicatif de 5 voire 6 sur la période de 1997 à 2024. Donc, pour vous donner les derniers chiffres les plus récents, c'est ceux de l'année dernière, mais on va probablement avoir des nouveaux chiffres cette année. Les quelques éléments à retenir, c'est que globalement, la moitié de la population française est en surpoids ou en situation d'obésité, et que l'obésité, c'est 18% de la population, c'est-à-dire presque 10 millions de personnes en France. Et vous voyez que c'est pour cette raison que s'est organisé la santé publique depuis toute une série de plans de santé publique depuis de très nombreuses années, et notamment la labellisation de centres spécialisés obésité. Il y en a 42 sur le territoire français maintenant, et qui permettent de prendre en charge des patients avec une obésité sévère et compliquée, donc au-delà de 35 d'IMC avec comorbidité. C'est un des centres dans lesquels on travaille. Et vous voyez que si on cumule 35 ou 40 et au-delà, on est à quasiment 6% de la population française, c'est-à-dire près de 3 millions de personnes. Cette prévalence, elle est toujours légèrement en décalage entre les hommes et les femmes, avec une prévalence un tout petit peu plus élevée chez les femmes, mais globalement, ça va concerner à peu près de la même façon les hommes et les femmes sur le territoire, même si en consultation, on reçoit presque, je dirais, 80% de femmes. Les hommes doivent considérer probablement qu'ils n'ont pas besoin de recourir à nos consultations. Est-ce qu'il y a une différence géographique? Oui, il y a une différence géographique, mais même si les couleurs sont parfois un petit peu trompeuses, parce qu'on voit le rouge foncé tout en haut dans les Hauts-de-France, et on se dit que c'est vraiment ça qui va complètement finalement déterminer le fait on a des segments de la population dans des régions qui sont les plus concernées, c'est vrai, mais ce dont on s'aperçoit depuis quelques années en regardant ces cartes, c'est que finalement cette différence géographique tend un petit peu à s'estomper, et on voit d'ailleurs que des régions comme la Nouvelle-Aquitaine ou le centre Val-de-Loire sont en train un peu de rejoindre les Hauts-de-France. Donc on a plus la sensation qu'il y a une sorte d'homogénéisation qui est en train de s'accomplir. Alors, ça, c'est un peu le mot de la fin, c'est mon avant-dernière diapositive pour vous dire que si on ne met pas en place de programme de santé publique, il est très probable que dans les 10 ans, la prévalence continue à augmenter et passe de 18 à 34%. Ça, c'est les projections de la Fédération internationale d'obésité, mais c'est sans compter sur un certain nombre de programmes de santé publique qui sont mis en place, qui vont toucher la pédiatrie, l'adulte, et vous avez vu la semaine dernière que la ministre de la Santé du moment, on va rester prudent, a été donc lancée avec tout un nouveau programme de prévention qui sont en train de se mettre en place, et notamment des discussions autour de l'accès au traitement médicamenteux de l'obésité. Donc, si vous voulez vous mettre à jour, n'utilisez plus le terme GLP-1, mais traitement médicamenteux de l'obésité, les TMO. Et je vous rappelle le site obésitéfrance.fr sur lequel a été publié nos dernières recommandations du groupe de coordination des centres obésité, donc qui sont des recommandations qui ont été faites pour les médecins non spécialisés en nutrition pour l'utilisation de ces TMO. Pour conclure, et je vous montre donc, on a parlé de niveau de sévérité, de phénotypage, de grade d'obésité, simplement pour vous dire que l'abord diététique, activité physique, psychologique éventuelle,
c'est vraiment la base, c'est le socle, quelle que soit la prise en charge, TMO, chirurgie de l'obésité, endoscopie bariatrique, peu importe, dans tous les essais cliniques avec ces médicaments ou ces procédures chirurgicales ou endoscopiques, il y a un abord diététique et activité physique, psychologique éventuelle si nécessaire, et que la médecine de l'obésité, elle se base sur ce socle, sur la prise en charge des complications médicales, et qu'en fonction du niveau de sévérité, ces patients qui sont remis sur la droite de la diapo, les patients sont amenés à être pris en charge par le médecin généraliste, par le médecin spécialiste de ville ou par des centres spécialisés si nécessaire. Je vous remercie de votre attention pour cette petite introduction pour donner la parole ensuite à mes différents collègues. On avait dit qu'on poserait quelques questions juste après chaque topo. Alors moi, j'ai essayé d'en poser une, mais je n'ai pas réussi à l'écrire. Je ne sais pas s'il y a des questions qui sont pas. Tu peux me la dire éventuellement. Oui, c'est-à-dire, parmi toutes les politiques de prévention, parce que là, le bilan est absolument catastrophique, est-ce qu'il y a des politiques, j'en pense à une que je vais te citer tout de suite, qui sont les fameuses taxes sur les produits sucrés ou salés? Est-ce que ça sert à quelque chose et est-ce que c'est exportable d'un pays à l'autre? Alors, donc oui, bien sûr, il y a un sujet autour de l'offre alimentaire. Je pense que la mise en place, et je vais te répondre, la mise en place des politiques de santé publique, en fait, elle se base sur vraiment un assemblage, c'est une lutte pluridirectionnelle. C'est-à-dire que c'est à la fois la formation, par exemple, dans les études de médecine, c'est absolument ridicule le temps qui est consacré à l'obésité, à sa prise en charge, au retentissement de l'obésité. Donc, parmi cette nouvelle feuille de route d'obésité qui a été annoncée par la ministre de la Santé, il y a un volet sur la formation. Un volet sur la formation des internes aussi, qui aujourd'hui n'est pas suffisant. Il y a un volet sur la communication, notamment toutes les mesures qui ont été mises en place par le programme Nutrition Santé sur ces infographies au moment de grandes écoutes. Et l'Angleterre est allée plus loin. Récemment, vous avez vu les annonces disant bannissement de toutes les pubs aux heures d'écoute des enfants. Donc, on va aller, j'espère, vers des choses comme ça, qui sont des mesures peut-être un peu violentes, mais finalement, comme on sait que ces publicités ont un impact tellement fort sur les enfants, peut-être que c'est une des seules solutions. On peut, pour répondre à ta question, parce que bien sûr, cette question, elle est essentielle, mais elle est complexe, parce que pour évaluer des programmes de santé publique, il faut 10 ans, 15 ans, en fait, pour en évaluer le retentissement. Par exemple, le fait que les enfants voient ces bandeaux informationnels, quand on interroge les enfants, maintenant, ils connaissent tous manger 5 fruits et légumes, ils connaissent tous 30 minutes d'activité physique, etc. Donc en fait, le premier volet semble avoir été mené, c'est-à-dire changer les connaissances. Et ensuite, les mettre en œuvre, ça ouvre un deuxième volet peut-être plus compliqué et qui va nécessiter un autre élément, faire de l'activité physique, d'accord, mais est-ce que c'est accessible? Est-ce que c'est pris en charge? La diététique, est-ce que les consultations de diététique sont prises en charge? Il y a énormément d'annonces là qui vont être faites dans le cadre de cette feuille de route obésité, notamment pour une prise en charge d'une partie du coût de la consultation de diététique. Donc ça va être vraiment dans le cadre de programmes coordonnés renforcés qui vont être menés en ville ou dans des structures spécialisées. Donc là, je pense qu'on est rentré dans une ère où on va normalement pouvoir prendre en charge tout ce volet-là. Et puis, il y a un autre aspect, c'est la prise en charge des traitements. Aujourd'hui, c'est quand même très surprenant que si on a une obésité ou un surpoids, mais un diabète, on accède aux différents agonistes ou biagonistes. Quand on n'a pas de diabète, mais 35, 40, 50 d'obésité, ces médicaments ne sont pas pris en charge. Et donc, des annonces sur lesquelles on est tous très impatients d'avoir l'information. Ils vont pas être remboursés pour tout le monde, mais je pense qu'un segment peut-être le plus sévère de la population va pouvoir accéder à une prise en charge au moins partielle de ces traitements. C'est des bonnes nouvelles. Alors, je ne sais pas si tu as accès aux questions. Moi, je ne sais pas Oui, du alors il y a tout. une question sur Ouais. pas d'études épidémiologiques sur les DOM. Oui, alors c'est une très bonne question. On n'a pas beaucoup de données. Il y a des données il me semble, dans les dernières études OFEO. Et je crois que dans les prochaines mesures de Santé publique France,
il est prévu de collecter des données. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Il y a des trous dans la raquette quand même dans les mesures épidémiologiques. Alors, d'autres questions de spectateurs anonymes. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dès le primaire, apprendre aux enfants à cuisiner à l'école pour espérer voir les chiffres de l'obésité diminuer dans l'avenir? Bah, très bonne idée. C'est parti. Vous parlez d'annonce de mise en place de remboursement de la diététique. Cela concerne-t-il le libéral? Alors, à ma connaissance, oui. Mais ça vient d'être annoncé la semaine dernière comme un des axes de travail par la ministre de la Santé. Donc là, vraiment, aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre. C'est un plan de travail pour les mois qui viennent. A-t-il été prévu un accès financier plus facile aux légumes et aux fruits frais? Quant aux actions caritatives, je sais que de sources sûres qu'elles distribuent essentiellement des denrées à base de pain, viennoiserie, riz, pâtes. Comment faire pour les aider? Oui, c'est un vrai sujet. C'est un sujet très passionnant, alors qui concerne les associations caritatives, mais ça va peut-être vous étonner, qui concerne aussi les étudiants. Donc, il y a un travail qui va être mené par le docteur Claire Rivelange à l'université Paris-Cité sur l'offre alimentaire pour les étudiants, dont beaucoup sont concernés par la précarité, sont dans des situations sociales difficiles. Donc, c'est un vrai sujet, vous avez raison. Certes, il y a une offre alimentaire, mais il faut que ce soit diversifié. Alors, je pense que ces structures caritatives, elles font comme elles peuvent, et en fait, elles dépendent de ce qu'on leur donne, en fait. Donc, c'est vraiment le dernier ressort, et je ne connais pas en détail, en fait, ce qui est distribué. Je suis pas sûr qu'on ait des données d'ailleurs vraiment exhaustives, ce qui est donné dans ces centres caritatifs. Délai moyen de prise en charge dans les centres spécialisés, durée moyenne de prise en charge. Alors, oui, très long, et c'est pour ça que la santé publique existe. Donc, nous, très clairement, on trie les patients, on prend que les patients au-delà de 35 avec des complications. Pourquoi? Parce que notre mission, en fait, c'est le 2, le 3A, le 3B, c'est-à-dire prendre en charge les patients les plus graves. Et on ne laisse pas les patients dans le vide. Quand on dit on ne peut pas vous prendre, on les adresse vers des collègues diabéto-nutritionnistes de ville pour pouvoir les prendre en charge. Donc pour Lorraine Besson qui pose la question, en revanche, vous savez qu'il y a des CSO sur tout le territoire, en particulier pour l'Île-de-France qui est divisée en quatre. Et donc vous pouvez en revanche, si vous avez un patient en situation catastrophique avec une obésité très sévère, on peut, suivant le lieu d'habitation de ce patient, prendre en charge les patients en priorité rapidement. Donc, bien sûr, il y a beaucoup de choses, comme nous le rappelle Isabelle Six, qui sont faites. Mission Retrouve ton cap. Là, il y a plein de choses. Là, on ne pouvait pas parler pas parler de tout. Et il y a 12 000 questions, mais je vais peut-être m'arrêter parce qu'il faut laisser la parole aux autres aussi. Puis un peu de diététique et thérapeutique ne ferait pas de mal. Et bien sûr, au Alors, BPDIA, il y a beaucoup de choses. Donc, en fait, il y a énormément de programmes de santé publique qui ont été mis en place et qui sont issus ce qu'on appelait les articles 51. Donc, c'est des expérimentations financées par la Caisse nationale d'assurance maladie et dont une partie vont passer cette année dans le droit commun. Donc, il y a énormément d'actualités. 4 mars, journée mondiale de l'obésité. Il y a les états généraux de l'obésité au ministère de la Santé. Vous allez pouvoir vous inscrire très bientôt, je crois. bon, ben, écoute, merci. Effectivement, il y avait beaucoup de questions. Tu as qui départagé là? Il faut que tu départages. J'ai départagé. Ah bon, d'accord. Bon, bah, alors c'est vrai que moi, c'est à moi de me partager. Et je vais essayer de faire marcher ça. Alors, ça marche. Voilà. Oui, ça y est, je crois que ça a marché. Voilà. Bon, bah, je me présente moi-même. Donc, je suis retraité. Je suis endocrinologue sur le papier et en pratique essentiellement diabétologue. Alors, cette diapositive a été publiée en 2003. Elle ne fait pas double emploi avec ce que vient de vous dire Sébastien, parce que ça concerne que le diabète. Et c'est une diapositive de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qui trouvait qu'il y avait environ pas loin de 200 millions de diabétiques dans le monde en 2023 et qui avait prévu qu'en 2025, c'est-à-dire le mois dernier,
il y en aurait 324 millions. Donc, comme toutes les statistiques de l'OMS dans ce domaine, elles ont été malheureusement très en dessous de la vérité, puisque ça n'a pas été un doublement, mais quasiment un triplement et un quadruplement du nombre de diabétiques dans le monde, une pathologie très souvent, comme vous savez, associée au diabète. Alors, on va se dire que devant ce que vous a dit tout à l'heure, Sébastien, ce que je viens de vous dire à l'instant, on se demande comment c'est possible d'appeler un topo l'obésité, le diabète pourrait ou devrait ne pas exister. Ben, c'est un peu un topo de prévention, mais au moins en théorie, c'est possible, même si en pratique, c'est pas tout à fait ce qui se passe. Alors, je ne vais pas vous faire de la génétique complexe, d'autant plus que j'y connais pas grand-chose, mais il y a des maladies monogéniques de l'obésité que je connais même pas du tout. Le diabète, je connais un peu mieux, comme le diabète maudit. Et là, dans ces formes monogéniques, un seul gène est concerné. Malheureusement, quoi qu'on fasse, si j'ose dire, encore qu'il y a des thérapeutiques, l'obésité et le diabète vont être en gros inéluctables et il y a des formes très graves. Mais c'est pas le cas le plus fréquent. Le plus souvent, l'obésité dite commune comme le diabète, vous avez plusieurs centaines de gènes concernés, ce qu'on appelle un cocktail de gènes, dont certains sont des gènes favorisateurs, ça favorise la maladie, l'obésité comme le diabète, et d'autres sont protecteurs. Et la notion très importante sur laquelle je reviendrai plusieurs fois pendant mon topo, c'est que les gènes ne font pas tout. Les gènes, ils agissent en dialectique, en interaction avec l'environnement. Et les mauvais gènes, certes, potentialisent et aggravent l'obésité, mais l'environnement est en gros toujours plus fort, si j'ose dire, que les gènes eux-mêmes. Alors, il y a une théorie qui est un peu mise à mal récemment, mais que j'aime bien parce qu'on a l'impression qu'on comprend tout, qui s'appelle les génotypes d'épargne. En anglais, c'est thrifty. Et c'est assez facile à comprendre et j'espère que c'est vrai. Il y a vraiment des gens qui ont des gènes qui favorisent le stockage. Vous savez, c'est les fameuses personnes qui vous disent je mange 100 grammes et je prends 10 kilos, mon mari mange mais c'est moi qui grossis, bon, tout ça. Mais ça existe un peu. Il y a vraiment une grande inégalité génétique par rapport à l'environnement. Et évidemment que les sujets qui sont riches dans ces allèles économes, ils ont besoin de moins pour vivre. Et vous voyez bien qu'à l'époque, il y avait beaucoup de famine, où il n'y avait rien à manger. C'était encore le cas d'ailleurs il y a un siècle, enfin disons un siècle et demi. Eh bien, ces gens qui avaient beaucoup d'allèles économes, ils avaient un avantage au niveau de la survie. Et malheureusement, ça s'est transformé en désavantage parce que maintenant qu'il y a une surabondance alimentaire, il y a une véritable épidémie, comme vous avez vu, d'obésité comme de diabète. Alors, la population la plus étudiée pour ce trouble, c'est les Pimas. Alors, les Pimas, c'est des Indiens qui vivent essentiellement dans deux grandes régions dans le monde, un aux États-Unis, en Arizona, et deux au Mexique. Et vous voyez qu'il y a déjà deux types de réponses possibles. Ceux des États-Unis, ils sont tous malheureusement presque tous obèses, à 75%. Plus de la moitié sont diabétiques, ils sont petits, ils sont gros. Il y a beaucoup de photos que vous pouvez trouver sur Internet. Des études purement observationnelles ont montré que si on ne faisait rien, eh bien, de toute façon, les taux ne diminuaient pas, ni l'obésité, ni le diabète. Mais au Mexique, où il y a aussi des climats qui ont les mêmes gènes que ceux de l'Arizona, l'alimentation est beaucoup plus traditionnelle, beaucoup moins riche en mauvais aliments et le pourcentage d'obésité comme du diabète est vraiment effondré, effondré. Et toujours aux États-Unis, quand le NIH a vraiment voulu s'occuper plutôt de les observer, a voulu faire des programmes de prévention de l'obésité, on a eu des chiffres absolument incroyables, d'effondrement de 75% à 3%. Donc, les mauvais gènes ne s'expriment pas si des modifications comportementales adaptées sont effectuées, même si votre père et votre mère est diabétique et obèse, eh bien, vous ne le saurez pas si vous arrivez à lutter contre les effets néfastes de l'environnement. Et le programme le plus connu
sur ce thème, c'est le fameux DPP qui existe toujours, hein, le Diabetes Prévention Programme, qui est un programme américain qui était de prévenir le diabète gras chez les personnes qui avaient du prédiabète. Donc, c'est des gens qui ont donc les gènes du diabète, hein, puisque d'épargne ou autre, en tout cas, elles ont des gènes qui les prédisposent à devenir diabétiques, puisqu'elles sont déjà un peu en hyperglycémie. L'étude a porté sur plus de 3 000 patients qui avaient au moins 3 ans de diabète, qui avaient une cinquantaine d'années, qui étaient tous en surpoids. Et vous voyez que les modifications du mode de vie n'ont pas été très drastiques, hein. Il fallait manger 1200 à 1800 calories quotidiennes, c'est presque un chiffre normal, et on visait une perte de poids de 7%. C'est-à-dire que si vous pesez 100 kilos, à 93, on pensait que le et deuxièmement, il y avait une activité physique recommandée, alors qui était très entourée et d'ailleurs relativement coûteuse. Mais enfin, c'était quand même que 20-25 minutes par jour. Donc, vous voyez des modifications de mode de vie pas drastiques, pas énormes. Et on a comparé l'effet de ces modifications de mode de vie à un médicament, à la fameuse metformine, le glucophage, ou alors à ne rien faire. Et les résultats ont été publiés dans la revue la plus prestigieuse, le New England Journal of Medicine. Vous voyez qu'en abscisse, vous avez les années. En ordonnée, vous avez les variations pondérales. Si vous ne faites rien, bah, vous maigrissez pas, peut-être même que vous grossissez. Si vous prenez un médicament, vous pouvez en partie perdre du poids et améliorer votre diabète. Et si vous avez des modifications importantes du mode de vie, mais on a vu pas si importante que ça, un peu d'activité physique et un peu de perte de poids, c'est là où vous avez les meilleurs résultats. Et les conclusions ont été depuis publiées peut-être bien des dizaines de fois et ce programme est toujours en cours actuellement aux États-Unis. Les conclusions étaient vraiment très optimistes puisque cette étude montrait que le prise en charge n'était pas dangereuse, hein, c'est pas si fréquent pour une prise en charge, très acceptée. Euh, les modifications comportementales étaient durables, même chez les gens âgés. Dans les deux cas, le diabète était diminué, même avec les médicaments, mais les modifications comportementales étaient plus efficaces que les médicaments. Alors Claire Carrette va probablement vous dire le contraire dans son topo de conclusion. Il y a eu de nouveaux médicaments très efficaces, mais à l'époque, il n'y avait pas toutes ces nouvelles molécules. Et par contre, quelque chose qui persiste toujours, si vous arrêtez le médicament, ou le comportement modifié, ben, malheureusement, des troubles métaboliques réapparaissent. Ça n'a malheureusement pas changé. Bon, je vais peut-être passer sur cette diapositive. Alors, j'en suis déjà presque, enfin, quelques commentaires, pas complètement des conclusions, mais quelques commentaires. Je ne me rappelle plus exactement si mes données recoupent celles de Sébastien, mais les Français passent leur temps à grossir. Donc, moi, j'avais un chiffre de 800 grammes en 3 ans, ça fait 8 kilos en 30 ans, c'est-à-dire une demi-génération. Euh, le poids augmente beaucoup. Et malheureusement, le temps moyen des Français devant la télévision est de 3 heures par jour, mais il faudrait rajouter maintenant les écrans en tout genre, les ordinateurs, les smartphones, et c'est 3 heures de plus. Donc vraiment une grande sédentarité qui est très nocive. Il y a d'autres faits négatifs. Au 19e siècle, pour les travaux des champs, semer le blé, récolter les pommes de terre, il y avait énormément d'énergie musculaire qui était dispensée. Et ça s'est effondré au 20e, au 21e siècle. Il y a des photos de fermiers américains qui sont dans leur chaise longue avec une télécommande qui conduit la moissonneuse-batteuse ou le plantoir et il n'y a plus rien à faire sauf boire la bière en même temps. C'est évidemment très embêtant. Parallèlement, les médicaments sont de plus en plus chers. Alors, vous avez tous les noms changent. Maintenant, on dit plus non plus antidiabétique oraux tellement, mais on dit antidiabétique injectable ou non injectable, par exemple. Et vous voyez que les coûts sont colossaux. Ils avaient décuplé en 20 ans. Ils ont doublé après dans les quelques dernières années. Et maintenant, en millions de francs en 2026, je ne sais même pas exactement combien c'est. Pour situer un peu les choses, un patient diabétique hospitalisé en France revient environ 5 000 euros par an, ce qui est quand même une très grosse somme vu qu'il y a plusieurs millions de diabétiques. Alors, je ne vais peut-être pas faire ça parce que je vois que j'ai déjà du retard. Alors,
Le régime, j'ai vu le topo d'Émilie, elle va vous détailler tout ça, mais je voudrais faire un tout petit commentaire. Souvent on dit oui, regardez, c'est pas possible parce que dans mon pays on mange que du riz. Je veux pas déplaire à ma belle-mère, donc quand elle me fait une choucroute, il faut que je la mange. J'ai pas assez d'argent pour m'acheter des haricots verts. Dans mon métier, c'est un métier à risque, je dois faire des repas d'affaires. Alors tout ça c'est vrai, mais il faut faire la liste de tous ces obstacles, mais pas pour dire j'y arriverai pas, pour vous encourager à mieux manger et à trouver des solutions. Alors tout n'est pas immuable. Pardon, moi je suis né en 48 et en 48 il n'y avait pas de Coca-Cola en France. Donc malheureusement maintenant les boissons sucrées, on en consomme deux fois plus qu'il y a 10 ou 20 années. Et les fameuses néfastes foods, un néologisme créé par les nutritionnistes, je citerai pas de marque, vous les connaissez tous. Bah, moi, quand je suis né, il n'y en avait pas non plus. Et maintenant, il y en a à tous les coins de rue. Donc ça, c'est des habitudes ancestrales qui sont très négatives et qu'il faut pouvoir changer. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément perdu, puisque regardez quelques changements possibles, même dans un pays aussi mauvais mangeur que les États-Unis, où il y a le plus d'obèses. Les fameuses frites portions extra larges XL, c'était 600 calories la barquette, qui est une quantité absolument colossale. Elles sont interdites. Les firmes alimentaires communiquent de manière plus éthique maintenant avec beaucoup d'informations nutritionnelles. Il y a des avantages fiscaux de temps en temps. Bon, et puis il y a éventuellement les hommes politiques qui s'en mêlent. Donc Bush, ça date pas d'hier, il avait vraiment demandé à ses concitoyens de surveiller leur poids. Michelle Obama avait une association, je crois qu'elle existe toujours, Let's Move, pour encourager les gens à se bouger. Alors en France, c'était plutôt Chirac qui recommandait de manger la tête de veau, mais enfin bon, il y a des possibilités, même au niveau des gouvernants, de faire des réflexions qui peuvent encourager les gens. Donc ça, c'était petite critique contre une des fast-food les plus connues. C'est un anglais assez facile. Il paraît qu'il y a des informations nutritionnelles sur les emballages des hamburgers et la réponse est oui, allez directement chez votre cardiologue. Bon, c'est un petit peu sévère. Alors voici quelque chose de plus ancien, puisque c'était la plus haute antiquité, c'est un extrait du banquet de Platon. Alors c'est surtout des discussions intellectuelles plus que gastronomiques, mais il y a un médecin dans le banquet qui dit la phrase que vous voyez écrite en premier: dans notre art, grande est la difficulté de régler nos désirs de bonne chère pour en goûter des plaisirs sans risquer la maladie. On savait déjà presque 500 ans avant Jésus-Christ que si on mange trop et mal, eh bien, on risque des maladies. Et je pense qu'à l'époque, le mot glycémie n'existait pas, mais on savait que manger trop et mal était nocif pour la santé. C'est mon avant-dernière diapositive et je voudrais insister beaucoup. Je vois les étudiants en médecine ou des patients, quand on leur demande qu'est-ce que vous êtes diabétique, qu'est-ce que le médecin vous a donné comme traitement, jamais, ou pratiquement jamais, on va vous dire, il m'a prescrit d'activité physique, il m'a prescrit de mieux manger, alors que c'est quand même tout le temps le cas. Donc, avant d'écrire insuline ou avant d'écrire glucophage, avant d'écrire GLP1, vraiment, moi, je vous assure, je le fais, j'écris toujours, respecter la majorité de la planification alimentaire, c'est un traitement non médicamenteux, mais c'est très important. Suivez les recommandations d'activité physique. Alors, ils ont eu évidemment des formations sous diverses formes. Quand c'est l'hôpital, il y a des diététiciennes qui leur ont beaucoup expliqué, mais même le médecin peut le faire. Et si vous l'écrivez sous l'ordonnance, je pense que ça va avoir beaucoup plus d'effet. Il ne faut pas commencer par écrire en premier le nom du médicament. Et c'est maintenant ma dernière diapositive pour revenir sur le concept initial des bons et des mauvais gènes et du rôle de l'environnement. Vous voyez sur la gauche un rat qui mange tout ce qu'il veut et sur la droite, un autre rat qui mange équilibré. Eh bien, dans le rat qui mange tout ce qu'il veut, là, celui-là, s'il a des mauvais gènes, il va très vite grossir et devenir gros diabétique. Mais même avec des bons gènes, s'il mange n'importe quoi, au départ, il va peut-être pas grossir et être diabétique. Au bout de quelques temps, il va l'être.
Donc, même les bons gènes ne protègent pas contre un mauvais régime. Et inversement, si vous avez un régime équilibré ici, sera, eh bien, avec mauvais gènes comme avec bons gènes, même au bout de beaucoup de temps, il aura réussi à éviter et l'obésité et le diabète. Et chez l'homme, c'est pareil que chez ce rat. Voilà, j'ai terminé. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, si on les voit apparaître. Je ne sais pas s'il y a des questions. C'est moi qui dois appuyer sur question, peut-être, je ne sais pas. Ah oui. Alors, j'ai malheureusement des questions. J'ai deux questions sur le diabète en Afrique pour lequel j'ai extrêmement peu de connaissances et je ne peux pas répondre sur les questions qu'on me pose sur exactement la prévalence précise du diabète en Afrique et notamment en Afrique centrale. Ah, vraiment, je suis désolé, mais je ne sais pas répondre. Alors là, on me demande, est-ce que c'est important de diriger les patients vers des infirmiers en pratique avancée pour reprendre avec le patient ce qu'il a compris ou n'a pas toujours retenu? Je pense que c'est très très bien. Je crois qu'il y a des IPA, comme on dit, qui sont spécialisés en diabétologie, qui connaissent bien la diététique, qui connaissent bien l'activité physique, qui connaissent bien les molécules. Vous savez que maintenant, ils ont même le droit de prescrire des médicaments, y compris l'insuline. Donc, je pense que c'est un support extrêmement important pour soutenir les actions hospitalières et médicales. Alors, je ne sais pas si j'ai d'autres questions. Ah oui, on dirait, elles apparaissent au fur et à mesure. Ben alors, théoriquement, il y en a cinq, mais je ne les vois pas. Alors, est-il prévu que les sages-femmes puissent prescrire l'activité physique adaptée? Ben, si Sébastien est toujours là, il peut peut-être répondre. Je ne sais pas. Je Sébastien pense- n'est pas là. Et toi, tu sais, Claire? Et non, je sais pas, mais comme elles sont À mon profession avis, médicale, je pense que je oui, pense que mais oui, mais non, je ouais, peux pas jurer. moi non plus. Et après, on te demande, Jean-Jacques, dans quelle région, département le diabète est-il le plus fréquent? Alors, je ne sais pas répondre non plus. Là, Moi, c'est je pense dommage que c'est dans Que le... Si, que- c'est dans le nord de la France et dans l'est enfin, de la France. C'est là où il je y a sais que c'est les... surtout dans les fameuses dom-toms, justement, là où c'est des Et chiffres dans... ouais. qui sont beaux pires qu'ailleurs, notamment en Guyane, Mm. je sais, et puis à La Réunion À aussi, La Réunion. Ouais, c'est des ouais, chiffres très, très, très élevés, sinon plus des ouais. départements exactement, je ne sais pas là. Et puis, voilà. Ouais. Je crois que c'est bon. Bon, bah, écoutez, c'est bien. Alors maintenant, vous allez avoir Émilie. Alors, ben, Émilie est diététicienne et vraiment la prise en charge alimentaire du diabète et de l'obésité, c'est la pierre angulaire, c'est le plus important, c'est ce qu'il faut écrire en premier sur l'ordonnance. Et personne n'y connaît rien, y compris les diabétologues, y compris moi. Et heureusement qu'on a des collaboratrices aussi compétentes qu'Émilie pour nous aider. Voilà, c'est à vous, Merci Émilie. beaucoup pour cette introduction. Hop, je partage ma petite présentation. Alors, hop, normalement, je devrais pouvoir m'en sortir. Lire. Ouais, super. Alors moi, je vais essayer de vous résumer à peu près ce qu'on fait du coup au sein du service de nutrition et diabétologie au quotidien. Donc, c'est-à-dire la prise en charge diététique de l'obésité. Donc, bien sûr, on voit aussi beaucoup de diabète de type 2 et d'autres pathologies qui sont en lien du coup avec les comorbidités qu'on retrouve souvent chez l'obèse. Euh, donc voilà. Pour reprendre un petit peu ce qu'a dit avant moi le professeur Tchernikov, on sait que l'obésité est une pathologie qui touche une grande partie de la population mondiale. C'est une pathologie qui a une étiologie extrêmement complexe et multifactorielle, comme tous les intervenants précédents l'ont déjà dit, hein. C'est une prise en charge qui se veut donc du coup pluridisciplinaire et coordonnée, que ce soit avec du coup les médecins nutritionnistes. Il y a vraiment une chaîne d'acteurs qui doit se créer pour que la prise en charge soit efficace. Je pense également à mes collègues du coup enseignants en activité physique adaptée, diététiciens, psychologues. Enfin, de toute façon, on va en parler tout au long de cette présentation, mais voilà, c'est quelque chose qui me semble vraiment essentiel à rappeler.
Donc, pour vous résumer un petit peu notre rôle, nous sommes des diététiciens nutritionnistes, donc nous sommes les techniciens de l'alimentation, ce qui diffère un peu du médecin nutritionniste. On va vraiment venir agir sur l'alimentation même des patients et on fait partie des acteurs des soins de premier recours suite au diagnostic. Alors, je pense qu'on a fait un petit peu le tour des facteurs, effectivement, avec la présentation, par exemple, de Sébastien. Mais en fait, nous, notre rôle aussi, ça va être d'identifier en fait les leviers thérapeutiques sur lesquels nous, on peut agir en tant que diététicien. Donc, on sait que selon la catégorie socio-économique, l'endroit où on se trouve dans le monde, on peut avoir du coup des problèmes de qualité de l'alimentation qui est disponible et une disponibilité des denrées nutritives qui est parfois limitée, parce qu'on va retrouver dans certains pays des denrées plus souvent énergétiques mais très peu qualitatives sur un point nutritionnel. Il y a aussi le plan socio-économique, comme on l'a très bien dit précédemment. Donc la précarité financière, l'instabilité sociale, administrative, le côté j'ai pas forcément d'accès à des équipements pour faire correctement la cuisine, stocker mon alimentation. On parlait tout à l'heure des associations qui fournissent des denrées de première nécessité. Voilà, tout ça, ça fait partie de l'insécurité alimentaire et ça a également un impact sur du coup les choix alimentaires qu'on va pouvoir faire ou non. Nous, les aspects sur lesquels on va vraiment se concentrer, c'est les aspects sur lesquels on peut avoir un impact lors de la consultation. Donc, ça va être dans un premier temps le plan éducatif et culturel. Donc, comme on le sait, il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs la majorité des personnes, notamment en France, mais un peu partout dans le monde, on a tous un peu une faible littératie nutritionnelle, c'est-à-dire que l'étendue de nos savoirs en nutrition, malgré les tentatives du gouvernement, ça reste quand même assez limité. On ne sait pas vraiment ce qu'on doit manger, en quelle quantité, à quelle fréquence. C'est toujours un peu flou en fait. Il y a aussi un impact beaucoup, et on le voit souvent dans notre pratique, des cultures culinaires qui sont très différentes, très méconnues parfois, des représentations culturelles du poids qui sont très différentes aussi. Et nous, un gros aspect qu'on voit beaucoup à Pompidou, c'est effectivement les traumatismes, la précarité psychique, les TCA en fait, et l'alimentation émotionnelle, le stress chronique, l'anxiété, les troubles de l'humeur, qui vont avoir directement un impact sur la prise alimentaire des patients. Alors, nous, la prise en charge diététique ne se limite pas à quoi manger, on explore aussi le pourquoi, le comment et comment le faire autrement. En fait, il ne s'agit pas de faire un entretien dans lequel on va vous donner des ordres, on va vous dire faut manger ci, faut manger ça. On va vraiment essayer de creuser. Donc, pour ce faire, nous, on va réaliser une enquête alimentaire où on va questionner le patient, on va lui demander qu'est-ce qu'il mange au quotidien, comment se déroule sa journée également, parce que c'est important d'adapter notre prise en charge. On ne va pas proposer des choses auxquelles des choses à manger, par exemple, que le patient n'aime pas ou des horaires précis quand ce n'est pas forcément faisable pour lui. On va évaluer ses connaissances donc pour adapter du coup et remplir un peu les carences qu'il peut y avoir. On va voir aussi les idées reçues qui sont extrêmement nombreuses, notamment depuis en fait l'arrivée des réseaux sociaux. C'est un véritable fléau. On va essayer de voir s'il y a des troubles du comportement alimentaire éventuels et s'il y a des comportements vis-à-vis de la nourriture qui peuvent être améliorables. Je pense notamment à la tachyphagie, etc. Enfin, l'habitude de manger très vite qui est aussi liée au fait de travailler, d'être dans la vie active. Et puis, on va prendre le temps de l'adapter à la personne. C'est-à-dire qu'une personne A, même si elle a le même poids, la même mode de vie, enfin vraiment qu'elle est similaire un peu en tout point avec la personne B, et ben en fait, ses priorités sont peut-être pas les mêmes. Ce qu'elle va pouvoir faire par rapport à sa prise en charge ne sera pas la même capacité qu'un autre, par exemple. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre le patient acteur de sa prise en charge, donc on va le faire participer. Alors, nous, notre but également, c'est la vulgarisation des repères nutritionnels. Donc, il existe, comme l'avait dit Sébastien précédemment, des recommandations qui sont émises par les autorités de santé. Je pense notamment au PNNS, qui est le programme national de nutrition santé et qui va venir un petit peu reprendre les recommandations qui peuvent exister, par exemple, sur l'OMS, l'HAS et les différentes sociétés françaises, notamment de nutrition, et qui vont en fait regrouper ça en fréquence de consommation alimentaire, recommandations qu'on verra un petit peu après. Nous, notre but, c'est rétablir des repères fiables et déconstruire les idées reçues. Donc, comme on l'a dit, c'est des choses qui bourgeonnent à tout bout de champ, donc c'est important aussi de bien faire le tri là-dedans.
Donc nous, on ne parle pas de régime, on va parler de rééquilibrage alimentaire et je vous jure qu'il y a une vraie différence. Euh, donc en fait, ce qu'on va préconiser, c'est l'interdit alimentaire est interdit. On ne veut pas que les patients se restreignent ou qu'ils se disent qu'ils ne pourront plus jamais manger de viennoiserie, aller au restaurant ou profiter de la vie parce qu'ils sont dans une démarche de perte de poids. C'est important en fait de changer aussi ces mentalités par rapport à ça. Les régimes sont voués à l'échec. On voit de façon avec la restriction cognitive que ça se solve toujours quasi par une reprise de poids. Tout ça parce que en fait, la restriction cognitive est trop grande. On évince des groupes alimentaires, on se restreint sur les quantités. Ça peut créer en fait une frustration qui est assez importante et difficile à gérer, une faim qui peut être très importante derrière. Et puis en fait, ensuite, on peut très vite tomber dans les troubles des conduites alimentaires. Voilà. Et donc, notre but premier, ça va être de normaliser les apports nutritionnels chez les patients qui ont des apports, en fait, déjà très, très importants, en fait. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on part de quelque chose qui est hyper énergétique de base. Donc, notre premier but, ça va être de normaliser. Alors, pour les repères issus du PNNS et des instances de santé publique, nous, on va se baser là-dessus et on va, en fait, grâce à ces repères émis par le gouvernement notamment, on va essayer de donner aux patients des outils. Donc, par exemple, on sait que en respectant voilà, les quantités données par semaine, on peut éviter un certain nombre de maladies, de comorbidités, notamment, bah, voilà, il y a l'alcool, l'abus de gras, de sel. On sait que l'abus est mauvais. Donc, on va essayer de plutôt mettre des limites par rapport à l'abus sans pour autant donner, en fait, par exemple, charcuterie le mardi, le jeudi. Enfin, voilà. C'est des choses qui restent quand même assez laxistes parce qu'on ne veut pas donner de plan alimentaire fixe. Moi, quand les patients me demandent un plan alimentaire, je ne leur donne pas, tout simplement parce que c'est extrêmement dur à tenir sur la durée et ça reviendrait à faire l'équivalent d'un régime, en fait, même si ce n'est pas forcément hypocalorique. Voilà, donc tous ces repères de toute façon sont accessibles sur les plateformes. Je vous le remontrerai après. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est qu'effectivement, on va avoir une limitation sur tout ce qui est excès de viande rouge, de charcuterie, d'alcool, une vigilance particulière sur les lipides, sur effectivement les aliments ultra transformés et pas que le soda. Voilà, on va vraiment avoir une démarche qui va s'inscrire plutôt dans le fait maison et puis dans le raisonnable, quoi. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que ces grands repères nutritionnels sont aussi à modifier en fonction des pathologies qu'on va rencontrer. Alors, souvent, on entend dans les pertes de poids qu'il faut, par exemple, supprimer tel ou tel aliment, notamment les féculents. J'y pense parce que c'est le premier truc qu'on nous dit souvent. Donc, les féculents, les quantités, ça, c'est des choses qui reviennent souvent. Nous, on va recommander des féculents à chaque repas, de même que des légumes. En fait, c'est vraiment 50-50. Les trois, moi, je les appelle les trois mousquetaires, tout simplement, parce qu'ils sont indissociables les uns des autres. Les féculents servent à fournir de l'énergie tout au long de la journée. Si on n'en a pas, on peut aussi favoriser des comportements alimentaires où on va venir compenser. Et là, on risque des prises alimentaires qui sont orientées vers des aliments hyper énergétiques, qui sont d'ailleurs parfois en excès, parce que en fait, le corps est en manque et tout simplement, il a besoin de cette énergie. Les légumes, bien sûr, ne servent pas justement qu'à fournir les vitamines et les minéraux, ils servent aussi à équilibrer l'assiette d'un point de vue énergétique et puis aussi au niveau de la glycémie pour éviter ces pics de fatigue qu'on peut rencontrer. Et j'en viens ensuite aux protéines qui sont essentielles et surtout consommées parfois en excès dans la population, notamment française, parce qu'on aime beaucoup la viande. Voilà, c'est pas du tout à négliger. On va quand même vers une végétalisation des assiettes, mais voilà, nous, on reste quand même pour l'instant assez demandeur surtout dans l'obésité, d'un maintien en fait des protéines. Parce qu'en fait, tout simplement, un IMC élevé n'est pas synonyme d'immunité contre la dénutrition, qui est du coup une diminution de la masse maigre qui peut entraîner de graves complications. Pour les quantités, on ne va absolument pas dire aux gens manger 100 grammes de ci, 100 grammes de ça. Chaque personne est différente, chaque personne a un rythme différent, a un travail différent, se déplace différemment. Encore une fois, les métabolismes sont tous différents. Donc, donner par exemple le temps de calories à manger à quelqu'un, ce ne serait pas très constructif. Donc, on va s'assurer qu'en fait, la personne est plutôt à l'écoute de ses sensations alimentaires.
D'accord? Ça, c'est hyper important. Bien sûr, il faut que ces sensations alimentaires soient optimisées. Donc, on fait attention à la tachyphagie. On va questionner le patient sur son temps de repas. Est-ce qu'il y a une bonne mastication? Est-ce qu'il regarde la télévision? Est-ce qu'il fait autre chose? Est-ce qu'il prend vraiment le temps, en fait, de manger? Est-ce qu'il est vraiment conscient de la vraie satiété? Parce que souvent, en fait, les gens en général confondent la satiété mécanique, qui est l'estomac qui met ses limites, et n'écoutent pas forcément, en fait, la sensation qui est causée par l'hormone de la satiété. Donc ça, c'est vraiment important de rétablir ces repères-là. Souvent, ça fait quand même de grandes différences, hein. C'est vrai que ça paraît surprenant, mais déjà, leur instaurer ces règles-là, leur donner des astuces. Nous, par exemple, on instaure euh, le test des quarts, c'est-à-dire que tous les quarts d'assiette consommés, on leur conseille de faire 2 minutes de pause et d'essayer de voir un petit peu comment ça se passe, voilà, quel est le ressenti. Et généralement, ça marche plutôt bien. On peut aussi avoir l'usage d'ustensiles inadaptés. Donc, on voit quand même parfois, hein, d'ailleurs, dans certaines cultures, on va en parler après, qu'on utilise beaucoup les cuillères, les mains. Ça favorise des bouchées qui sont inadaptées. Et donc, une quantité avalée assez importante assez rapidement. Voilà. Et également les TCA. Donc, ça, on va en parler. Alors, pour les facteurs culturels, c'est très important aussi de vous renseigner sur les populations que vous allez soigner. Tout simplement parce que, en fait, on est quand même un pays où il y a énormément de variétés dans la population. Et donc, c'est aussi notre richesse, la richesse de la gastronomie. Et donc, c'est important de connaître un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce que mon patient va manger, quelles sont ses habitudes, quelles sont les choses sur lesquelles il a besoin de travailler. Donc, ça va être une bonne connaissance aussi des habitudes de cuisine. Ce qui peut être utile aussi, c'est de développer des équivalents. C'est-à-dire que le manioc, par exemple, c'est pas forcément la même chose que les pâtes ou le riz. Donc, on va essayer de voir un petit peu, voilà, en termes de quantité, comment on peut ajuster cela. Nous, on prend les habitudes alimentaires et l'identité des patients en compte. Ça, c'est vraiment important. On ne veut pas leur retirer leur identité, leur habitude, parce que ça reviendrait en fait à quelque chose qui ne marche pas. Et ça, c'est voilà. On ne veut pas tout changer, pas de changement drastique. C'est comme les régimes. Donc, on voit bien sûr, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc dans certaines cultures, voilà, le manque de légumes et aussi un côté assez gras dans l'alimentation avec beaucoup de friture, beaucoup de sucre, de choses comme ça. Alors, les erreurs très très fréquentes, ça va être du coup de donner aux patients l'idée qu'en fait la restriction cognitive, ça pourrait marcher. Comme on l'a déjà dit, c'est toujours temporaire. Quand on pose la question aux patients, est-ce que vous voyez tenir cette alimentation toute votre vie? Ils nous disent non. En fait, il faut savoir que dès que le patient il va recommencer à manger les choses qui lui font plaisir, et voilà, s'il n'a pas appris à être dans l'entre-deux et qu'on peut manger de tout sans en fait forcément être dans l'excès et ou ne pas choisir en fait l'extrême de les supprimer de son alimentation, on risque quand même une reprise de poids et c'est souvent un échec. Ce qu'on voit aussi souvent, du coup, c'est très très commun dans notre société, les repas qui ont des horaires complètement variables parce qu'on a une réunion, parce que voilà, on saute des repas aussi beaucoup. Ça, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut encourager des prises alimentaires complètement déstructurées où en fait on attend d'avoir trop faim et on va manger de grandes quantités très vite, etc. Et on a aussi, donc du coup, on en a déjà parlé tout à l'heure, la méconnaissance des sensations alimentaires avec une très mauvaise distinction en fait entre la vraie satiété et qu'on confond souvent avec la plénitude gastrique. Voilà. Alors, c'est important, par exemple, pour tout ce qui va être alimentation émotionnelle et troubles des conduites alimentaires, ce qui, en fait, l'un dans l'autre s'emboîte quand même quelques fois. C'est important d'introduire aux patients la notion de zone grise, c'est-à-dire que beaucoup de patients vont catégoriser les aliments, soit c'est mauvais, soit c'est bon, c'est soit noir, soit blanc, il n'y a pas d'entre-deux. En fait, il faut leur dire, ce n'est pas l'aliment qui va vous faire grossir. Le chocolat ne fait pas grossir. Ça, c'est un gros mythe. Ce qui va faire grossir, c'est l'excès. Et en soi, supprimer un aliment parce qu'on a peur de notre comportement par rapport à lui, c'est un excès également. Donc, il faut trouver un entre-deux. L'extrême ne sera jamais bénéfique. Et ça fait très, très peur, notamment dans le cas des TCA, parce qu'on leur demande de lâcher prise. Et ça va notamment nécessiter, du coup, une prise en charge psychologique qui est très, très forte. Donc, on va aussi faire la distinction entre les prises alimentaires homéostasiques, qui sont les prises alimentaires durant lesquelles le corps est en manque, comme on le disait pour les sauts de repas. Et en fait, c'est des genres de pulsions qui sont aussi liées au fait que le corps a tout bonnement
besoin de refaire le plein. Donc, on fait la distinction avec les TCA et on encourage les patients à aller creuser la genèse, en fait, la cause du trouble avec un professionnel de l'écoute. Ça, c'est hyper important. De toute façon, on le verra après, mais voilà, c'est vraiment l'autre côté de la pièce. On va aussi orienter vers des professionnels de santé ou des structures spécialisées pour développer des outils et des solutions. Donc là, je vais faire un petit paragraphe en fait sur les TMO, mais c'est également valable sur tous en fait, les aspects de la prise en charge. On sait donc du coup les nouveaux traitements médicamenteux de l'obésité pour ceux qui étaient plutôt restés sur le GLP-1 et les molécules, voilà, c'est un peu leur nouveau nom comme on l'a dit effectivement précédemment. On sait que ces nouvelles molécules qui arrivent sur le marché sont un peu présentées comme étant miraculeuses et c'est vrai qu'elles ont plein de bénéfices. Notamment sur les TCA, notamment sur l'aspect compulsif chez les patients, avec l'effet satiétogène qui peuvent effectivement débloquer des pertes de poids. Mais ce qu'il faut en fait garder en tête, c'est que c'est indissociable d'une bonne alimentation variée, équilibrée, et j'ai pas mis forcément sur cette diapo, mais également l'activité physique adaptée. En fait, le travail diététique, il est à fournir parce que si on ne vient pas modifier pleinement les habitudes, non seulement on peut perdre du poids, mais rester dans un état nutritionnel qui n'est pas forcément optimal, avec par exemple des hypercholestérolémies, des risques cardiovasculaires, etc. On peut risquer aussi une dénutrition, hein, parce qu'on voit des patients qui vont en fait pas forcément, en fait, ils vont diminuer leur prise alimentaire en termes de quantité, mais pas améliorer la qualité. Donc ça, c'est un risque aussi. Et on va également pousser vers la prise en charge si nécessaire, si présence de TCA ou d'alimentation émotionnelle. Si vous ne réglez pas ce souci-là avec le patient, le risque, c'est de traiter le symptôme, mais on ne traite pas la cause. Je crois qu'on voit très bien sur cette image. C'est un peu comme si vous coupiez une branche de l'arbre, mais qu'on ne venait pas venir couper, en fait, déraciner hein, les causes. Ce qui veut dire que cette branche va repousser, ce symptôme va se répéter, en fait. Hein. C'est vraiment ça. Je l'ai mis en petit, mais il en est de même avec la chirurgie bariatrique, car nous faisons aussi également beaucoup de chirurgie dans notre centre. Il faut être conscient que voilà, c'est exactement la même chose. Et d'ailleurs, les patients experts en parlent très très bien eux-mêmes. Vous vous faites opérer de l'estomac, mais ça ne vient pas opérer ce qu'il y a dans votre tête. Donc, voilà, c'est vraiment un pan très très important. Alors, pour les ressources disponibles, notamment pour les médecins, et ça c'est super, c'est le PNNS. Donc là, normalement, en fait, ils sont renouvelés par tranche d'année. Normalement, ils devaient durer de 2019 à 2023. Il a été prolongé en 2024 en attendant en fait qu'on puisse vraiment établir des préoccupations. Donc, vous voyez que ce sont des résultats de recherche en nutrition, en épidémiologie, en santé publique. Donc, il y a vraiment tout un panel de professionnels qui travaillent sur l'établissement de ces recommandations. Le PNS5, il est prévu en 2026, donc il ne devrait pas tarder à sortir. Et du coup, on va en fait avoir des repères qui vont sortir et qui vont reprendre en fait les problématiques qui sont observées dans notre société française notamment. Alors, vous avez du coup à disposition ces recommandations du PNNS sur mangerbouger.fr hein, qui apparaît souvent sur les bandeaux quand on voit des publicités pour l'alimentation. Vous avez également des repères que vous pouvez trouver sur le site de l'OMS, de l'ANSES, mais c'est vrai que Manger Bouger, c'est quand même plutôt pas mal. Vous avez des petits livrets que vous pouvez commander et mettre à disposition dans vos cabinets. Pour ce qui est de questions de base sur les aliments, vous avez une base de données de la composition nutritionnelle des aliments qui s'appelle le SIQUAL et qui est souvent renouvelée, donc c'est vraiment quelque chose de très fiable. Voilà. Pour ce qui est des documents patients, je vous encourage à prendre vraiment des documents qui sont sourcés avec voilà, des vraies informations, parce que c'est vrai que tellement des informations partout qu'on peut vite tomber dans le piège. Hein. Je pense que ça nous arrive aussi à nous. Et bien sûr, les éléments rédigés par les diététiciens nutritionnistes. Enfin, mon dernier pan de prise en charge, ça va être de développer le réseau et de s'informer. Donc, c'est hyper important d'identifier les acteurs de la prise en charge autour de vous. On en a parlé, donc les EAPA, les diététiciens, les psychologues, c'est vraiment important également de les rencontrer et de ne pas hésiter à les solliciter. Ça, c'est vraiment très, très important. Non seulement vous allez pouvoir vraiment créer un lien de la proximité et faciliter les échanges, donc ça, c'est super. Voir un peu quelles nous, on le voit à l'hôpital puisqu'on est sans cesse en échange avec eux et c'est vrai que ça facilite beaucoup la prise en charge et c'est vraiment génial.
Nous, on travaille beaucoup avec ANDAT TCA, qui est du coup une association qui va être spécialisée dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire et qui travaille énormément sur l'aspect psychologique, diététique, médecin. Enfin, vraiment, là, il y a vraiment tous les acteurs également de la prise en charge et ils proposent une prise en charge assez large et étendue dans le temps. On fonctionne également avec le groupe de réflexion sur l'obésité, le surpoids et les TCA. Nous sommes en fait le centre pilote des CSO d'Île-de-France, hein, donc voilà, dirigé par le professeur Tchernikov. Et c'est important aussi de se former avec les webinaires, notamment, je pense à, voilà, comme celui de ce soir, la SFNCM en fait beaucoup aussi, mais également de vous rapprocher vers, par exemple, les associations telles que la FFAB, qui peut aussi traiter des TCA, peut-être même mieux que nous aujourd'hui ce soir. Et enfin, je finirai par le mot de la fin. Je pense que pour moi, la nutrition est une science et comme toute science, elle évolue constamment et donc il est important de se former et de s'informer. Voilà. Merci beaucoup, Émilie, c'était très clair. Vous pouvez répondre à quelques questions là, en cliquant, je crois, sur la petite icône en bas. Alors, Vous voyez l'icône avec Q et R, Q et R. Il y en a 10. Vous avez 10 questions théoriquement. ouais. Alors, On vous donne 4 minutes. J'ai une question sur la structure des patients. Alors, avez-vous le cas dans votre structure de patients ayant été opérés, sleeve ou bypass, ayant repris du poids, voire tout le poids avec des TCA? Des recommandations, retour d'expérience pour aider ces patients? Alors, ça représente quand même voilà, une partie hein, de notre patientèle. Nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est vraiment du coup de renforcer hein, le suivi. On va les orienter vers les structures. C'est ce que je disais du coup vers la fin de la présentation. C'est important de les orienter vers des structures adaptées et des suivis adaptés. C'est-à-dire que là, on en est conscient. Il y a forcément, enfin, je pense, hein, forcément souvent, en tout cas, un aspect psychologique qui peut-être a été voilà, traité à l'époque, mais qui peut revenir, ou alors pas forcément réglé dans sa totalité. Donc, c'est vraiment important d'insister là-dessus. Et bien sûr, s'il y a besoin d'une éducation nutritionnelle et de renforcer les acquis, on va toujours effectivement remettre des couches avec des consultations, des ateliers. Ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Avec le temps, on peut très bien, en fait, voilà, oublier un petit peu ce qu'on nous a dit. Donc nous, on les revoit, on les suit bien sûr tout au long hein, de leur vie parce que le suivi dans le cadre de la chirurgie, c'est à vie. Donc on ne les laisse pas tomber, on reprend. Alors les Nutri-Score, pour répondre un petit peu, le Nutri-Score, c'est un outil. Après, voilà, il faut avoir du recul. Le Nutri-Score, ça prend en compte vraiment la qualité. En fait, ça établi sur des critères. Donc, par exemple, la teneur en fibres, en fruits et légumes du produit, la teneur en sucre. Si vous prenez, par exemple, l'huile d'olive, bah, vous allez vous apercevoir que l'huile d'olive, bah, elle est étiquetée D ou E parce qu'en fait, elle est considérée comme un aliment au même titre qu'un aliment transformé, alors que c'est un aliment brut. Sauf que de l'huile d'olive, vous n'allez pas en boire 1 litre, vous allez prendre, par exemple, une petite cuillère à soupe par repas. Donc, le Nutri-Score, voilà, c'est bien pour les produits ultra transformés, c'est un repère pour les patients, pour les aider s'ils prennent des plats préparés, etc. Mais il y a quand même du recul à avoir sur cet outil. Je crois qu'ils sont en train de le perfectionner d'ailleurs, mais voilà. Alors, le jeûne intermittent, ça c'est non. Ça revient à faire un régime, c'est assez drastique. Au final, quand on l'arrête, on est de nouveau confronté à une reprise de poids. En fait, c'est pas quelque chose qu'on se voit tenir toute sa vie. Donc, en fait, voilà, nous, c'est pas du tout quelque chose qu'on recommande. En plus, ça favorise une dénutrition dans certains cas, c'est vraiment pas top. Alors, les retours sur les TMO, de toute façon, le professeur Carrette va en parler aussi. On a quand même de très très bonnes réponses. S'il y a un bon accompagnement du patient, donc sur le point nutritionnel, sur le point psychologique, voilà, je remets encore une emphase là-dessus. C'est vraiment très très important. Ça peut être très très bénéfique et c'est vraiment, bon, on va pas se mentir, c'est vraiment super, mais il faut un bon accompagnement. Euh, alors là, l'accès à la prise en charge diététique est très difficile et très peu abordé par le médecin traitant. Alors ça, c'est vrai que effectivement, ça revient souvent. Donc c'est pour ça que c'est très très important. Et je pense que d'ailleurs, si le gouvernement va dans le sens du remboursement des consultations diététiques, ce serait vraiment génial parce que déjà, effectivement, c'est difficile d'accès. On ne sait pas forcément où aller non plus parce que la plupart des gens, bah, s'ils ont besoin de conseils sur l'alimentation, ils vont aller demander au médecin parce que c'est des figures en fait hein, de repères sur la santé. Donc effectivement,
Euh, voilà, c'est souvent effectivement le rôle des diététiciens qui est méconnu et c'est pour ça aussi qu'on essaie de faire avancer les choses et de faire connaître notre métier, de vraiment faire la distinction entre les différents acteurs de cette prise en charge. Voilà, il faut les identifier et c'est aussi pour ça qu'on est là ce soir et c'est vraiment top. Je ne sais pas s'il me reste du temps. Encore une ou deux questions maximum, Émilie, parce que on a un peu de retard. Euh, Choisissez les plus importantes, les plus pertinentes. Alors, quelle politique de santé publique dans les cantines des établissements scolaires, crèches et EHPAD? Alors, vous avez en fait des recommandations qui sont émises. Maintenant, les services de portage ont obligation en fait de suivre du coup des repas nutritionnels. Donc, normalement, c'est une diététicienne qui doit en fait constituer les menus des établissements. Ce n'est pas toujours le cas, comme ça m'est arrivé tout à l'heure de voir sur un portage d'une personne âgée. Effectivement, voilà, on n'est pas dans un respect total des recommandations qui ont été demandées. Donc, il y a encore beaucoup de travail sur ce côté-là. Effectivement, ça, je pense que ça va être le gros du travail, effectivement, ouais. Ouais. Mais je pense que ce serait plutôt pas mal, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, de mettre en place des cours de nutrition, de proposer des ateliers, de sensibiliser les enfants très jeunes en fait à la qualité nutritionnelle. Effectivement, ça, c'est des choses que j'ai déjà fait par le passé de par mon expérience, mais c'est vraiment top et ça les intéresse beaucoup et ça évite quand même plusieurs problématiques une fois qu'ils sont adultes. Émilie, là, il y a Claire qui est réapparue la petite fenêtre, donc je vais lui passer la parole parce qu'on a Très un petit bien. peu de retard, d'accord? Très Donc, bien. Désolée pour le voilà. retard. Non, 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 c'est merci pas vous, c'est pas Émilie. vous. Alors, moi, j'ai connu 50 années de pratique avec aucune molécule, je simplifie, pour l'obésité. Et un jour, j'ai vu que Claire Carrette faisait un cours sur les molécules pour l'obésité. Je lui ai dit, ah bon, ça existe. Alors, comme elle est gentille, ça m'a trop moqué de moi. Mais c'est vraiment la spécialiste française, la première. Elle connaît absolument toutes les molécules pour l'obésité. Et il y a vraiment eu des progrès sensationnels. Et comme tout le monde mélange un peu tout, je pense qu'on aura des idées beaucoup plus claires quand elle vous aura parlé. Bon, alors j'ai fait court hein, et je vais quand même parler essentiellement des nouvelles molécules, donc des nouveaux médicaments de l'obésité. Vous voyez bien mon topo? Tout va Oui, très bien? bien, très bien. Super. Donc comme Sébastien Tchernikov, hein, je travaille dans son service au centre spécialisé obésité avec Émilie Longer aussi qui vient de se présenter, et de présenter l'aspect diététique. Comme je vais vous parler de médicaments, j'ai mis mes liens d'intérêt. Et voilà, c'est vrai qu'on part d'une situation dans l'obésité qui était pendant au moins une vingtaine d'années, qui étaient les deux situations un peu extrêmes. En bleu, le rééquilibrage alimentaire qui globalement peut faire perdre en moyenne 5 à 10%, 15% dans le meilleur des cas de perte de poids en un an et qui a du mal à se maintenir avec le temps, avec en général une petite reprise de poids. Donc c'est ce que vous avez en haut, à gauche, en bleu, et qu'on considérerait et qu'on parfois même on continue de considérer comme une forme de succès de prise en charge nutritionnelle, c'est-à-dire que les gens ne prennent pas de poids, ne font pas de yo-yo ascendant. Mais du point de vue du patient, c'est sûr que la perte de poids n'étant pas là, c'est pas une success story. Et puis, il y a la bariatrique surgery, la chirurgie bariatrique, avec la perte de poids massive, majeure, maximale, entre 6 mois et un an, et puis ensuite avec une petite reprise de poids. Et dans le meilleur des cas, des données maintenant qui montrent qu'avec la chirurgie bariatrique, en moyenne, on a une perte de poids qui se maintient à 15-20 ans après la chirurgie bariatrique. Bon, comme toujours, c'est en moyenne, hein, il y a des variabilités de réponse, mais voilà la situation, il n'y avait vraiment que ces deux extrêmes. Et puis maintenant, depuis vraiment assez peu de temps, on a des alternatives qui sont apparues. Alors, pour pas parler que des médicaments, il y a, au-delà de la chirurgie bariatrique, il y a les gastro-entérologues, gastro-entérologues interventionnels qui maintenant participent à la prise en charge de l'obésité avec la sleeve endoscopique. J'ai pas mis le ballon volontairement parce qu'il n'est pas recommandé et que la perte de poids, elle disparaît dès qu'on retire le ballon. Mais voilà, donc il y a les modifications du style de vie toujours en bleu, la chirurgie bariatrique toujours en rouge en bas et au milieu, vous avez les différentes molécules de l'obésité. On va pas reparler de l'Orlistat, qui est un médicament qui n'est pas recommandé par
par la Haute Autorité de Santé, qui a l'AMM dans la prise en charge de l'obésité, mais qui n'est pas recommandée parce que la perte de poids qui est obtenue sous Orlistat, qui est un inhibiteur des lipases intestinales, elle est modérée, modeste, et donc pas jugée suffisante pour être recommandée dans la prise en charge de l'obésité. Et donc les premières molécules qui vont obtenir l'AMM, c'est donc le liraglutide, le sémaglutide et le tirzépatide dont je vais vous parler, qui font tous partie de la même famille, la fameuse famille des agonistes des récepteurs au GLP-1. Et pour le tirzépatide, des biagonistes à la fois des récepteurs au GLP-1, mais aussi des récepteurs au GIP. Et donc, sur cette diapo, ce que vous pouvez voir, c'est finalement qu'on a mis au jour, voilà, sur les 10 dernières années, jusqu'à ce qu'on arrive à des molécules qui soient disponibles dans les pharmacies de ville, des nouvelles molécules qui sont capables de mimer les hormones fabriquées par l'intestin, qui vont avoir une action sur la régulation de la prise alimentaire, notamment au niveau central, et puis une action aussi sur la sécrétion d'insuline au niveau pancréatique. C'est pour ça que c'est des molécules qu'on a utilisées dans le diabète au départ. Et puis aussi sur le foie, le tissu adipeux blanc et brun. Mais voilà, la majorité de l'action qui va être utile dans l'obésité, c'est quand même une action centrale sur la satiété avec une réduction de la prise alimentaire. Donc il y a trois molécules disponibles. Liraglutide, comme je vous l'ai dit, qui est à 3 mg avec une injection sous-cutanée quotidienne. Le sémaglutide, qui est aussi un agoniste des récepteurs au GLP-1, mais qui est hebdomadaire. Et le tirzépatide, le biagoniste hebdomadaire. Alors l'AMM de ces molécules, elle est la même. Donc c'est toujours en complément d'une prise en charge diététique et d'une augmentation de l'activité physique. Mais voilà, c'est IMC au-delà de 30 ou IMC au-delà de 27, mais avec au moins une comorbidité en lien avec l'obésité. Donc ça, c'est l'AMM. Mais attention, les recommandations de la HAS ne sont pas les mêmes que l'AMM. Et donc, la HAS, elle, est plus prudente. Elle a proposé de réserver ces médicaments à des obésités qui relèveraient des niveaux 2 et 3. Donc, Sébastien, au tout début de ce séminaire, il vous a présenté les nouveaux niveaux de sévérité de l'obésité tels que classés par la HAS, qui dépendent pas strictement que du niveau d'IMC, mais aussi des comorbidités, des causes de cette obésité, du handicap fonctionnel lié à cette obésité, etc. Et donc, voilà, voilà, il faut qu'on soit sur un niveau de recours 2 et 3, donc globalement quand même plutôt des IMC au-delà de 35 pour faire simple, pour proposer ces médicaments. En général, on commence par une prise en charge nutritionnelle bien conduite, en tout cas c'est ce qui est demandé par la HAS. On peut y avoir recours d'emblée si vraiment il y a une situation de blocage, un handicap majeur, quelque chose qui fait qu'il faut absolument que les patients perdent du poids rapidement. Mais voilà, c'est les recommandations de la HAS. Alors, le liraglutide, pourquoi il a obtenu l'AMM, pourquoi il a été enfin reconnu comme un traitement de l'obésité? Parce que, donc, ici, vous le voyez à gauche, il est comparé au placebo en gris chez des patients qui sont soit normoglycémiques, soit prédiabétiques, donc qui sont les triangles bleus et les ronds bleus. Vous voyez qu'il y a une perte de poids en un an qui est de l'ordre de 8 à 9%. Ça fait en gros 7% de plus que dans le groupe placebo. Ça commence à des pertes de poids au-delà de 5% en moyenne, donc qui commencent à être suffisantes pour améliorer des comorbidités, faire baisser la pression artérielle, faire baisser le niveau des triglycérides, faire baisser la glycémie à jeun. Donc tout ça explique que voilà, on commence à avoir des traitements qui vont être jugés intéressants dans la prise en charge de l'obésité. Et si on regarde à droite, ça va être souvent présenté comme ça dans les études des molécules de l'obésité. On regarde en fait le pourcentage de patients qui atteint des catégories de perte de poids qui sont jugées justement intéressantes pour améliorer les patients sur le plan médical. Et donc, vous voyez qu'en bleu, il y a beaucoup plus de patients dans le groupe liraglutide qui obtiennent une perte de poids de plus de 5%, 60%, les deux tiers versus un quart chez ceux qui sont sous placebo. Il y a quand même un tiers qui obtiennent une perte de, pardon, 33%, oui, un tiers qui obtiennent une perte de poids de plus de 10% et beaucoup moins, plus de 15%. Mais à chaque fois, c'est significativement beaucoup plus important que dans le bras placebo. Donc ça a été vraiment le début, le démarrage de la prise en charge médicamenteuse de l'obésité. Donc c'est un médicament que les diabétologues connaissaient bien sous le nom de Victoza à une dose moindre de 1,2 ou 1,8 mg par jour et qu'elle a utilisé à beaucoup plus haute dose dans l'obésité avec un nom commercial différent qui s'appelle le Saxenda.
Alors, le sémaglutide, le fameux, qui est utilisé à 2,4 mg par semaine dans l'obésité, donc là, la molécule, elle a été modifiée de telle manière que sa demi-vie soit plus prolongée et qu'on puisse faire une seule injection par semaine. Et là, vous voyez que c'est une molécule qui est plus puissante hein, aussi, hein, qui n'est pas seulement de longue durée d'action, qui a aussi une puissance plus importante, avec une perte de poids là qui est jusqu'à 2 ans. Et vous voyez qu'on a globalement à 2 ans 12,6% de perte de poids de plus dans le groupe sémaglutide que le bras placebo. En gros, c'est 15% dans le bras séma versus toujours 2% dans le bras placebo. Donc on commence à avoir des pertes de poids moyennes au-delà de 10%, de l'ordre de 12, 13%, 14% dans le bras sémaglutide, 2,4 mg, avec donc, une molécule que vous connaissez aussi, hein, que les diabétologues connaissent, qui était utilisée à 0,5, 1 mg, soit l'Ozempic, donc le nom commercial Ozempic dans le diabète, et à 2,4 mg par semaine sous le nom Wegovy, nom commercial Wegovy, dans l'obésité. Alors, le problème de toutes ces molécules, c'est qu'elles ne fonctionnent qu'à partir du moment où on les prend. J'ai pas bien réexpliqué peut-être comment ça fonctionne, mais globalement, quand on injecte ce produit, qu'est-ce qui se passe? Bah, il y a une baisse de l'appétit, une augmentation de la satiété et puis un ralentissement de la vidange gastrique. C'est essentiellement ça, là, les raisons qui font que les gens perdent du poids. Et donc, tant qu'on maintient le traitement, globalement, la perte de poids se maintient. Et puis, dès qu'on arrête le traitement, en fait, il y a une reprise de poids. Alors ça a été montré dans plusieurs études, mais notamment dans cette étude-là où vous voyez que dans les 20 premières semaines, donc c'est la partie orange de la courbe, tous les patients de cet essai clinique sont mis sous sémaglutide avec une augmentation des doses progressive et donc une perte de poids à 20 semaines comparable puisque tous les patients ont exactement la même dose. Ils sont à 10% de perte de poids. Et là, il y a une randomisation contre placebo en double aveugle. Il y a des gens qui continuent le sémaglutide et puis il y a des gens, pas de bol, on leur a viré le sémaglutide, ils ont le placebo. Et donc, ceux qui malheureusement sont passés au placebo, on voit très bien en gris clair qu'ils reprennent du poids, alors que ceux qui continuent le sémaglutide continuent la perte de poids telle qu'elle avait été montrée, telle que je vous l'avais montrée dans la diapo précédente, c'est-à-dire que la première année, globalement, en moyenne, pardon, hop là, les patients perdent du poids et puis après, le médicament ne sert plus à perdre du poids, il sert simplement à maintenir le poids. Alors, donc ça, c'était pour les agonistes GLP-1 simples. Et puis, il y a la nouvelle ère des biagonistes. Biagonistes, donc des récepteurs à la fois du GLP-1, mais aussi du GIP, une autre hormone intestinale, qui va majorer encore la puissance et l'efficacité de ce traitement, notamment sur la satiété et sur l'aspect digestif. Il semble que la tolérance digestive de ce traitement ne soit pas plus importante enfin, ne soit pas plus mauvaise que celle du sémaglutide, voire même peut-être un petit peu meilleure malgré la puissance qui est plus importante. Bon, bref. Donc, cette molécule, elle s'appelle le tirzépatide. Et donc, elle a été testée dans la première étude dans l'obésité. Elle s'appelle Surmonte 1. Elle a été testée, vous voyez, versus placebo à différentes doses, 5 mg, 10 mg, 15 mg. Et vous voyez que là, on commence à avoir des pertes de poids à 1 an et demi, de l'ordre de 22% de perte de poids versus 3% dans le groupe placebo. Donc, on commence à avoir des pertes de poids moyennes qui sont comparables ou en tout cas un petit peu en dessous de la sleeve chirurgicale. Donc, c'est quand même extrêmement impressionnant. Et quand on regarde à droite le pourcentage de perte de poids par catégorie de perte de poids, vous voyez qu'apparaissent des catégories de perte de poids de plus de 20%, de plus de 25% avec les plus fortes doses de tirzépatide qui obtiennent le plus de proportion de patients qui ont ces pertes de poids dans ces groupes-là. Donc c'est vraiment quand même voilà, assez bluffant les résultats de ces molécules en termes de perte de poids et le nombre de patients qui répondent à ces traitements. Euh, voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, voilà, c'est la question toujours, c'est quelles sont les données de suivi? Alors, avec cette étude sur Monte 1, ils ont choisi de continuer de suivre les patients pendant 3 ans. Et donc, ce qu'on voit, c'est que, comme je vous l'ai dit, la première année, voire avec le tirzépatide, même un petit peu au-delà de la première année, les gens continuent de perdre du poids, se stabilisent aux alentours de 20% de perte de poids, et puis, en fait, 3 ans après, se maintiennent.
Et par contre, à la 176e semaine, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a une petite colonne grisée. Off-treatment period, ça veut dire qu'on arrête le médicament. Et là, on voit tout de suite, alors ils sont soigneusement pas attendus trop longtemps, on voit tout de suite qu'en 6 semaines, déjà, les gens commencent à reprendre du poids. Donc l'idée vraiment qui se dégage, c'est que c'est un traitement qui fonctionne, qui est suspensif, qui va permettre d'initier une perte de poids importante pendant la première année, c'est vrai pour le Tirzé, pour le SEMA et même pour le liraglutide, hein, et qui ensuite permet de maintenir en moyenne, hein, c'est toujours pareil, les gens auront de la variabilité interindividuelle, mais en moyenne permet de maintenir le poids si on continue de prendre le traitement, mais dès qu'on l'arrête, il y a une reprise de poids. Donc, c'est extrêmement important de se rappeler de ça. Alors, dans tous ces programmes de développement, il y a des tas d'études. J'ai choisi de vous représenter juste une dernière étude qui est la Surmonte 5, où ils ont comparé le tirzépatide, donc le biagoniste GLP-1/GIP, au sémaglutide, l'agoniste GLP-1 simple, avec des doses de 1,7 ou de 2,4 ou de 10 et de 15 pour le tirzé. En gros, c'était la dose maximale tolérée. On essaye toujours que les patients, dans ces essais cliniques, aillent à la dose maximale, mais si c'est pas toléré, on est à la dose d'avant. Et vous voyez que les résultats, en comparaison, sont très comparables aux études qui avaient été faites contre placebo. 15% de perte de poids sous SEMA, 21% sous tirzépatide, donc c'est ce qui était attendu. Et en termes, c'était plutôt pour vous remontrer les effets secondaires de ces traitements, puisqu'ils ralentissent la vidange de l'estomac. Ils ont clairement des effets secondaires digestifs à chaque augmentation de palier de dose, avec des nausées, parfois des vomissements, c'est plus rare, mais et puis surtout aussi une espèce de parésie du tube digestif avec de la constipation, parfois alternance constipation, diarrhée. Cet essai sur Monde 5, il avait été fait pendant l'épidémie de Covid-19, donc voilà, les gens qui avaient présenté une infection par la Covid-19, mais il n'y avait pas de différence entre les groupes. Les patients décrivent une fatigue importante, ils décrivent des éructations parfois extrêmement mal tolérées, et puis un truc un petit peu plus peut-être anecdotique, mais qui existe surtout avec le tirzépatide, c'est des réactions au site d'injection avec des grattages, des petites allergies qui visiblement ne font pas arrêter le traitement, mais qui sont quand même présentes et dont il faut prévenir les patients. Et après, la question toujours avec ce type de nouveaux médicaments, bah, c'est quels sont les effets secondaires graves qu'on va pouvoir craindre. Il y a effectivement, alors c'est des médicaments qu'on connaissait dans le diabète, on connaît déjà un peu leurs effets secondaires, mais on ne les a pas utilisés à des doses aussi importantes depuis très longtemps dans l'obésité. Donc on commence à avoir des données, mais on n'a pas des données encore suffisantes. Sur le risque de pancréatite, il semble extrêmement faible, même s'il existe. Donc c'est un événement qui est très rare, qui existe. Mais voilà, vous voyez que dans cet essai, il y a eu une pancréatite dans le groupe SEMA, zéro dans le groupe TIRZÉ. Clairement, l'antécédent de pancréatite reste une contre-indication à l'utilisation de ces traitements. Et d'ailleurs, dans tous ces essais cliniques, les patients qui avaient un antécédent de pancréatite, ils n'étaient pas inclus, hein. Et puis après, ce qui est très clairement montré et que vous voyez ici, c'est les maladies lithiasiques. C'est-à-dire que ça, on le savait déjà avec la chirurgie bariatrique, quand on fait perdre du poids à des gens, il y a une augmentation de la lithiase biliaire, des calculs dans la vésicule biliaire avec un risque de cholécystite ou d'angiocolite. Et donc ça, c'est démontré aussi évidemment avec ces molécules. Donc il faut être extrêmement vigilant et prévenir les patients. Et puis voilà. Alors, avec ces molécules qui sont en bas à droite, alors tout en bas à gauche, il y a le liraglutide, au milieu le SEMA et tout à droite le tirzé, donc ça va du moins puissant au plus puissant. Et vous voyez qu'en haut, vous avez les méthodes un peu plus classiques, modification du style de vie, sleeve endoscopique et chirurgie bariatrique. On voit que quel que soit le moyen qu'on va utiliser pour taper entre guillemets sur l'obésité, on va avoir une variabilité de réponse. Et donc, ce qui est difficile à l'heure actuelle, c'est de prédire quelle va être la réponse du patient. euh, Qu'est-ce qu'il faut privilégier en premier? Quel médicament il faut choisir chez tel ou tel patient? On n'a actuellement pas de données de médecine personnalisées pour pouvoir répondre à cette question. Mais en tout cas, il faut garder à l'esprit que les patients ne vont pas tous répondre de la même manière. Et avec le risque éventuellement de trop bien répondre à ces molécules et d'avoir en fait des carences nutritionnelles, de la sarcopénie. Et ça, c'est un travail qu'avait fait Sébastien Tchernikov. Il avait repris tous les essais cliniques qui ont été publiés avec ces molécules pour regarder s'il y avait été prévu d'une évaluation nutritionnelle.
Et vous voyez qu'en fait, bon, par exemple, à gauche, il y a très très peu d'études, c'est ce qui était en bleu foncé, qui avait prévu de regarder et de mesurer les vitamines, le handicap fonctionnel musculaire, la santé osseuse, etc. etc. Et donc, en fait, voilà, il va falloir être très vigilant chez les très bons répondeurs parce qu'il va pouvoir y avoir des carences et des complications nutritionnelles comme avec la chirurgie bariatrique. L'autre point important, c'est que ça n'astreint pas évidemment de conseils diététiques dont vous a déjà parlé Émilie, mais aussi d'activité physique. Et ça, c'est une étude que j'aime beaucoup, qui est un petit peu ancienne déjà, mais qui avait randomisé des patients qui étaient mis pendant 8 semaines à un régime basse calorie. Donc on prenait que des gens qui perdaient, je crois, plus de 5% de leur poids sous régime basse calorie. C'était un régime très basse calorie même. Et ensuite, on les tirait au sort. Certains avaient le liraglutide, certains de l'exercice physique avec un programme encadré, certains avaient juste des conseils, groupe placebo, et certains avaient les deux, liraglutide et des exercices physiques. Et ce qu'on voit très bien, c'est que ce qui marche le mieux, ce qui permet le mieux de potentialiser une perte de poids qui, dans cette étude, était induite par un régime, ben, c'est l'association liraglutide et activité physique qui fait nettement mieux. Et puis, ils ont regardé, j'ai pas mis là les diapos, la composition, par exemple, corporelle de ces patients qui ont plus de muscles quand ils ont la combinaison exercice physique et liraglutide. Donc, tout ce que vous allez voir présenté sur ces molécules est souvent présenté un peu comme ça, de manière holistique, en disant qu'il faut... il ne s'agit pas juste de prescrire un médicament, mais il s'agit de prendre en charge globalement le patient. Il y a, comme l'a dit Sébastien, donc un groupe de travail qui s'est constitué et qui a émis des super recommandations qui sont sorties en fin d'année sur les fameux TMO et leur accompagnement. C'est extrêmement bien fait. Il y a des documents pour les patients, il y a des documents pour les médecins, donc je vous invite à aller les consulter. Ils sont en libre accès sur le site obésitefrance.fr. Et puis dedans, bah, ce que vous pourrez retrouver qui est utile, c'est les seuils d'alerte. Donc, on considère que si quelqu'un perd plus de 10% de son poids à 3 mois sous traitement médicamenteux de l'obésité ou plus de 20% à 6 mois, il faut s'alerter, il faut leur mettre des supplémentations vitaminiques, voilà, et surveiller la fonte musculaire, ralentir, diminuer un peu les doses et les suivre de près pour éviter les complications nutritionnelles. Et puis, ils ont aussi résumé dans cette étude le fait que vous n'allez pas simplement traiter l'obésité, mais également les complications de l'obésité, et qu'il y a en fait énormément d'essais cliniques qui ont été menés, pas que sur le poids, mais aussi sur les complications. Et donc, par exemple, un patient qui a une MASH à l'heure actuelle, le traitement qui a le mieux démontré le bénéfice sur la MASH, bah, c'est le semaglutide avec l'essai Essence. Sur le SAOS, par contre, les apnées du sommeil, bah, il y a un essai clinique qui a été mené avec le tirzépatide. Donc, vous avez privilégié tel ou tel médicament en fonction des données de la littérature qui sont disponibles dans telle ou telle situation, et puis après, en fonction de la tolérance et du choix du patient. Donc, l'OMS recommande maintenant les médicaments pour lutter contre l'obésité, mais ils expliquent bien dans ces dernières recos que c'est un traitement à long terme et que c'est certainement pas voilà, un traitement qu'on va utiliser pendant quelques mois et puis arrêter. Et puis que ça doit faire partie d'une prise en charge globale, multimodale et pas simplement tout seul. Et puis, bah, vous avez certainement entendu parler de cette étude du BMJ qui est sortie il y a 15 jours, qui voilà, redit ce qu'on avait déjà un petit peu en tête, mais ils ont repris, là, c'est vraiment une revue systématique de la littérature avec méta-analyse qui montre que dans les essais cliniques disponibles, quand on a du suivi après l'arrêt des médicaments, en moyenne, au bout d'un an et demi, tous les patients ont repris le poids qu'ils avaient perdu si le traitement a été arrêté. Et donc, alors ce qu'ils disent aussi, c'est que par les modifications du mode de vie, c'est la courbe en rouge, on perd moins de poids, mais on en reprend moins. Alors qu'avec le traitement médical de l'obésité, on perd beaucoup plus, c'est les traits verts qui soient pleins ou en tiret, mais que par contre, on reprend et on remonte même plus haut. Donc voilà, vigilance, si on commence un traitement, a priori, c'est un traitement en long cours, et si on le commence pour l'arrêter, ça n'a aucun sens. Donc voilà, en conclusion, je ne sais pas si je suis obligée de lire toute cette diapo s'il est tard, mais globalement, l'idée, c'est que l'obésité, ce n'est pas une maladie aiguë, hein, c'est une maladie chronique, hétérogène, qui récidive. Tout doit être évalué à l'aune d'un rapport bénéfice-risque acceptable à long terme. Émilie a rappelé l'importance de recommandations nutritionnelles et d'accompagnement. Et puis là, c'est vrai qu'avec cette nouvelle ère de ces nouveaux médicaments, j'ai pas pu remettre toutes les études parce que j'avais peu de temps, mais on a non seulement un bénéfice sur la perte de poids,
mais on a un bénéfice sur les paramètres du syndrome métabolique. On a un bénéfice cardiovasculaire en prévention secondaire avec le semaglutide dans l'étude SELECT. On aurait des effets neutres à bénéfiques sur la santé mentale, pas de risque de suicide. Sur les troubles alimentaires, c'est un cours de discussion. Sur les troubles d'usage de l'alcool, il y aurait des bénéfices. Et puis, alors ça, c'est pour la question, c'est une diapo que j'avais fait pour des psychiatres qui me demandaient quel serait le bénéfice de ces traitements chez les patients qui prennent du poids sous antipsychotiques. Ça reste à démontrer. Il y a des essais qui vont démarrer en ce sens. Je vous remercie. Il y a des questions sûrement. Alors, attends, je regarde mes questions. Tchouk. Alors, est-ce que les TMO vont être remboursés? Eh ben, non. Alors, je ne peux pas vous répondre si les TMO vont être remboursés. À l'heure actuelle, ces traitements médicamenteux de l'obésité, ils sont remboursés dans l'indication diabète pour certains, donc l'Ozempic et le Victoza, pas le tirzépatide, le Mounjaro. Et puis, ils ne sont pas aux doses qu'on va proposer dans l'obésité. Donc, pour le moment, les traitements médicamenteux de l'obésité, ils sont à la charge des patients. Ils coûtent globalement cher, c'est un frein, clairement. Surtout que c'est des traitements qu'il va falloir maintenir sur le long terme. Donc, c'est une discussion franche et honnête et sincère qu'on doit avoir avec les patients. Il ne s'agit pas de leur faire voilà, une prescription pour 6 mois d'un booster qui va leur faire perdre du poids et puis après, tout ira bien. Ça, on sait que ça ne marche pas. Et donc, s'ils s'engagent à financer ce traitement, bah, ça va être sur une longue période. Alors, on a eu de la chance parce qu'on a pu traiter les patients dans le cadre d'un accès précoce qui était financé par l'assurance maladie pour les patients qui ont un IMC au-delà de 40 et qui étaient suivis dans des CSO. On a pu traiter les patients sous Wegovy. Ce qui est assez amusant, c'est qu'on a pu inclure en France 9000 patients dans cet accès précoce ancienne ATU. Et en fait, à l'heure actuelle, il n'y a plus que... Alors, le traitement était complètement gratuit. Il fallait juste aller le chercher à la pharmacie de l'hôpital, ce qui est un peu contraignant, mais enfin, voilà. Et ben, on n'a plus que 3000 patients en France qui sont encore traités. Il y a quand même 2 tiers des patients qui ont arrêté le traitement alors qu'il était pris en charge et disponible à la pharmacie hospitalière. Alors, C'est euh, pourquoi ils ont arrêté les 6000. alors ça, c'est une grande question. On est en train d'étudier cette cohorte qui s'appelle CEMA Search, qui est une cohorte donc nationale. On est assez bien organisé. Voilà, on se tire des fleurs là soi-même, mais on est assez bien organisé, c'est vrai, dans la prise en charge de l'obésité en France et puis aussi dans la recherche. Et donc, on a un réseau force, un réseau de recherche qui permet de se coordonner et de suivre ces patients qui étaient dans l'accès précoce. Et donc, on va regarder pourquoi ils ont, enfin, qui a le mieux répondu. A priori, ce seraient les femmes qui répondraient mieux que les hommes. Mais sur les arrêts, on ne sait pas encore. Est-ce que c'est les troubles digestifs? Est-ce que c'est une moins bonne réponse? Est-ce que c'est une lassitude? Dans la prescription plus quotidienne que je fais, j'ai l'impression qu'il y a des patients qui ont du mal à continuer le traitement quand ils ne perdent plus de poids. C'est-à-dire qu'ils voient l'intérêt de faire un médicament quand ils voient leur poids qui diminue, mais une fois que le poids se stabilise, ils ne comprennent pas très bien pourquoi ils devraient continuer le traitement. Alors, il y a des questions sur le microbiote dans l'obésité. Alors, le microbiote dans l'obésité, je ne suis pas la spécialiste. La grande spécialiste, c'est Karine Clément et Judith Aron-Wisniewski à la Pitié. Mais globalement, il y a beaucoup de données sur le microbiote intestinal qui ont été faites. Beaucoup de données extrêmement convaincantes chez l'animal, où quand on transfère le microbiote d'un animal obèse à un animal qui n'a pas de microbiote et qui n'est pas obèse, on arrive à rendre l'animal obèse. Parfois même, on arrive à réverser le phénotype obèse chez l'animal en transfectant le microbiote de l'animal non obèse à l'animal obèse, mais ça n'a jamais marché et montré son efficacité chez l'homme. Donc ça semble beaucoup plus compliqué chez l'homme et pour le moment, ben, il n'y a pas, à ma connaissance, en tout cas dans l'obésité, de recommandations concernant un quelconque médicament issu des données de microbiote. Alors ensuite, question, j'ai pas abordé les coûts-bénéfices et les impacts individuels et collectifs de... Bah oui, alors on pourrait étudier, mais je suis pas sûre qu'on ait encore des données très claires sur les coûts-bénéfices. Il y a des études américaines qui ont comparé la chirurgie bariatrique à ces médicaments. Et donc, ce qui montre, c'est que finalement, la chirurgie bariatrique, elle coûte plus cher sur le moment. C'est-à-dire au moment où on fait la chirurgie bariatrique, ça coûte cher qu'après, même avec les complications de la chirurgie bariatrique, les vitamines, le suivi, etc., finalement, au total, si on prend le patient sur une plus longue période, la chirurgie bariatrique coûterait moins cher que les médicaments.
Mais en fait, toutes ces données-là, elles sont un peu rapidement caduques parce que le prix du médicament, vous savez très bien qu'il est arbitraire et qu'il va changer. Le sémaglutide, là, le prix est cher, mais en réalité, c'est un médicament qu'ils vont pas pouvoir longtemps maintenir à ce prix-là parce que je crois qu'il est commercialisé sous le nom Ozempic depuis 2017. Donc, ils ont encore un an, quoi. Et puis après, il sera génériqué, hein. Le liraglutide, il est génériqué. On n'a pas le générique en France, je ne sais pas pourquoi. Ça, après, il faut bien voter et faire du lobbying. Mais clairement, ces médicaments, ils vont être génériqués et les coûts vont devenir anecdotiques. Ce qui va être plus compliqué, c'est que la demande mondiale, elle est énorme et qu'on ne va pas pouvoir traiter toute l'humanité par ces molécules. Enfin, en tout cas, j'espère pas que c'est ce qu'on se réserve pour l'avenir, mais voilà. Le risque de continuer le traitement à vie, on n'en a aucune, on ne se connaît pas les risques, hein. Donc clairement, c'est une grande question. C'est pour ça que je pense qu'il faut quand même bien réfléchir avant de traiter les patients. C'est pour sur du long cours. Il faut savoir que beaucoup des gens qui consultent dans les services d'obésité, ce sont des femmes, beaucoup des femmes jeunes, qui ont une vie à mener, des enfants à faire. Donc, dans les recommandations qui sont sorties, on conseille de proposer une contraception systématiquement avec ces médicaments et de vraiment discuter de ces questions-là et de bien prévenir les patients voilà, de l'absence de données à long cours, au long cours. Alors, on commence à avoir des données sur les bénéfices cardiovasculaires, sur les bénéfices sur les apnées du sommeil, sur les bénéfices sur le syndrome métabolique. Donc on a l'impression que les curseurs sont dans le bon sens, mais il y aura probablement, comme toujours avec les médicaments, un côté maléfique. Enfin, je vois pas très bien comment une molécule efficace n'aurait pas des effets indésirables. Et ensuite, donc grossesse, non, hein, c'est pas compatible avec la grossesse. On les arrête 2 mois avant la conception. Alors, on sait tous qu'on ne perd pas beaucoup de poids avec la diète et l'exercice physique. Bah oui, alors c'est toujours pareil, c'est des résultats, comme je vous l'ai dit, en moyenne. Donc, en moyenne, les patients perdent assez, surtout dans les cas, nous qu'on voit d'obésité sévère, perdent rarement beaucoup de poids avec la prise en charge diététique. Mais il y a des patients, et donc on considère que c'est entre 10 et 20% des patients qui vont quand même perdre du poids et qui même vont conserver cette perte de poids. Mais donc c'est pour ça que c'est la première étape. Et puis ensuite, ben, voilà, on voit si c'est nécessaire pour des raisons médicales d'aller plus loin, ou s'il y a une reprise de poids, ou si la perte de poids est insuffisante pour différentes raisons. Et ben, à ce moment-là, on va proposer un traitement complémentaire avec des médicaments, de la chirurgie, ou même maintenant la sleeve endoscopique. Je vais te poser une question là. Ouais, Tu m'entends? ouais, je t'entends. Ouais. En dehors des seuils limites là, qui nécessitent l'arrêt ou la revisitation de la prescription, est-ce que j'ai entendu parler pour lutter contre la reprise majeure de poids au bout de 3 ans, quand on arrête tout, il y a des programmes recommandés de diminution progressive des doses ou c'est du bidon? C'est d'ailleurs Non, les en labos fait, eux-mêmes, c'est les labos eux-mêmes d'ailleurs qui recommandent ça. non, mais c'est des recommandations qui sont basées sur rien du tout, en fait. Sur Donc, rien. Hmm. non. Mais c'est vrai que, si tu veux, au début, je savais pas très bien quoi dire aux patients qui étaient dans l'accès précoce et puis qui pouvaient pas financer pour continuer le traitement. D'accord. Et après avoir vu plusieurs patients tester différentes stratégies, je pense que c'est quand même prudent de diminuer progressivement. Déjà, c'est prudent, mais c'est pareil, j'ai pas d'argument pour vous dire que c'est ça qu'il faut faire, D'accord. hein. Mais quand on augmente les doses, il faut aller progressivement à la dose maximale tolérée. Et on n'est peut-être pas obligé d'aller à la dose maximale. Si on a une dose importante qui fonctionne et qui est bien tolérée, bah, peut-être qu'on peut maintenir cette dose D'accord. longtemps et puis D'accord. garder de la réserve, tu vois. Mais bon, c'est c'est vraiment de la cuisine, ça, de médecin, quoi. T'as encore des questions? Il n'y en a plus parce que là, on a dépassé le temps. Je crois qu'on est bon là à peu près, hein. Bon, On m'a bah, demandé. écoutez, c'est Ouais. moi. Écoutez, la conclusion, ça va être des remerciements, bah, des remerciements aux orateurs qui ont fait des topos très clairs et très complémentaires, et puis aux nombreux auditeurs, d'après ce que j'ai compris. Et j'espère que ça a un peu simplifié les choses, clarifié les choses, et que vous retiendrez l'essentiel des messages qu'on a essayé de faire passer. Voilà. On vous remercie beaucoup de votre présence pour ce premier séminaire. Bah, Et merci, ouais, merci à vous tous et merci Jean-Jacques de merci, nous avoir conviés. Merci. merci à vous, À merci bientôt. à vous. Alors, Au on va revoir. se déconnecter. Au revoir.